C'est un de mes chums qui me dit hey, ça va faire 30 ans le temps des bouffons. Puis moi, j'aime bien le temps des bouffons. Je pense que c'est peut-être mon film préféré que mon père a fait. Fait que. J'ai dit, c'est vrai, ce serait cool de faire de quoi pour les. Des fois, c'est que si tu veux parler d'histoire d'un média, il faut que tu aies un anniversaire. Là. Si tu as un anniversaire, là, tu peux. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine, tout le monde. Cette semaine, qui est notre invité? C'est nul autre que Jules Falardeau qui nous fait le plaisir de revenir pour une deuxième fois au What's Up Podcast. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Jules d'être venu sur le podcast. Je vous encourage tout le monde à vous procurer son nouveau livre qui s'intitule Du sang, de la sueur et des larmes, 200 ans d'histoire de boxe au Québec. Fait que je vous encourage à vous le pogner tout le monde. Et un gros merci encore une fois à Jules Falardeau d'être venu sur le podcast. On n'a pas juste parlé de son nouveau livre, on a parlé de plein d'autres sujets, de politique et plein d'autres. Fait que bref, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste dire encore une fois un gros merci à nos commanditaires de cette semaine qui vous présentent le podcast. C'est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Encore une fois, un énorme merci de votre confiance. C'est grâce à mes commanditaires que je peux continuer à faire ce podcast-là qui me donne le soutien nécessaire pour continuer à le faire. Fait que si vous voulez m'encourager, hein, ben encourageons aussi nos produits locaux. Hein, fait que bien important, allez voir procafetière.ca. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Ils sont crissement sympathiques. Puis c'est eux autres les experts en café. Puis oubliez pas de vous choisir une cafetière Bellucci parce que c'est eux autres les meilleures cafetières. Fait qu'encore une fois, un gros merci à nos commanditaires de cette semaine. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast aussi, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Il y a toutes sortes de forfaits, il y en a à 3-4 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Puis en plus de permettre que vous pouvez l'écouter les podcasts d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique sur YouTube, ça me permet de pouvoir financer ce podcast-là. Parce qu'en ce moment, j'ai bien de la misère avec la monétisation sur YouTube. Je me fais tout le temps démonétiser. Fait que si vous voulez m'encourager, ben bien important d'aller vous abonner. Ou sinon, vous pouvez toujours juste vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif dans les sections commentaires. Puis ça va beaucoup m'aider avec l'algorithme. Fait que sinon, un gros merci beaucoup tout le monde de me suivre. Gros merci à mes commanditaires. Gros merci à Jules Falardeau. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Bye! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui, content de le recevoir à nouveau au What's Up Podcast, Jules Falardeau, ça va bien mon gars? Salut, ben oui ça va très bien, merci. Bien sûr, esti, on se dit salut puis ça va depuis déjà 15 minutes, c'est arrivé ici, ben là on va commencer les éloges qu'on avait déjà commencé tout à l'heure, j'aime tellement qu'est-ce que tu fais mon gars là, tu sais, j'espère que t'as aimé ça la première fois que t'es venu puis t'en as retiré une belle expérience parce que moi c'est ça, j'aime bien qu'est-ce que tu fais, man, j'aime tes chouettes sujets là, tu sais, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, puis ben c'est ça, là t'as sorti un livre justement qui est sur la boxe, ça s'appelle Du sang, de la sueur et des larmes, 200 ans de boxe au Québec. À présent, comment que ça ressort? Es-tu content du résultat? Ouais, je suis très content. Ouais? Ouais, mais moi aussi, il faut que je te lance des fleurs parce que j'aime bien ton... là, c'est un last stage, mais je le pense. Là. Non, moi, je suis un gros fan. J'en ai écouté récemment des épisodes là, assez longs, là. Puis on va revenir au livre après, là, mais Ken Pereira, j'ai écouté, c'était un 3 heures. Là, j'adore, c'était bon, puis j'aime bien le personnage, ben, pas un personnage, mais j'aime bien la personne. Ouais. J'ai écouté Katia Bissonnette aussi, assez parcours de vie crissement incroyable. Incroyable, Puis j'aime ça des fois parce que c'est des gens qu'on n'a pas jamais entendus sous cet angle-là, où, tu sais, bon, ils ont le temps de parler, puis deux... je sais pas, mettons, Hugo Girard, j'avais jamais entendu une entrevue aussi longue avec Hugo Girard, fait qu'on a le temps de plonger dans plein d'affaires. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que le monde aussi, des fois,
il catch, puis il comprend ça va être quoi l'ambiance, puis là, ils descendent un peu leur garde, puis ils se laissent aller. Mais c'est que quand tu vas sur un plateau, là, puis qu'on te dit, tu sais, moi, je demande avant combien de temps j'ai, là. Ouais. Avec le livre, j'ai fait beaucoup de médias, mais tu sais, je dis, bon, on m'a 6 minutes. Fait que là, entre 6 minutes, tu dis, qu'est-ce que... Tu sais, dans le fond, combien de questions va avoir le temps de me poser? Je sais à peu près, OK, 6 minutes, je vais avoir le temps de dire ça. Pas toujours répéter les mêmes choses, même si c'est des publics différents d'un média à l'autre. Mais là, quand tu viens d'un podcast, c'est des fois, tu sais qu'on a le temps d'élaborer, là, puis c'est pas genre bang, bang, bang. Ouais. Ah ouais, comme à la radio, tu sais, des fois, entre... C'est une discussion, là, tu sais. Entre la météo, puis telle chronique, là, on te place, puis là, dis, fais ton pitch, puis voici, tu sais, on te tente de poser 2 questions. C'est ça, faut t'essayer d'aller chercher leur attention, faut t'essayer de les toucher, faut t'essayer de... Alors qu'en podcast, des fois, puis quand tu plonges dans l'univers de quelqu'un, c'est... Tu sais, c'est comme... Tu restes là-dedans, puis t'en prendrais... Moi, je te dis qu'elle me paierait 3 heures, j'aurais pris quasiment le double, puis je m'en serais pas aperçu. Fait que ça aurait donné 6 heures pour tout le monde, c'est ça? Steven. Donc, le livre, écoute, c'est 2 ans à peu près de travail. Je dis 2 ans, mais il y a comme... une accumulation de savoir de l'histoire de la boxe dans ma tête avant ça. Je suis un fan de boxe, je suis un fan encore plus de l'histoire de la boxe en général. Puis au Québec, ça avait jamais été fait sous cette forme-là. Quelqu'un qui avait déjà... Tu sais, bon, on a fait des bios de boxeurs, les Hilton, Stéphane Ouellet, etc. Puis il y en a un Gladu qui avait fait un truc sur l'histoire de la boxe assez réussi, qui était comme des petits chapitres sur plein de boxeurs, mais là, illustré, puis moi je suis remonté assez loin, j'en ai découvert aussi grâce à d'autres mondes. Puis la réception est assez bonne. Je veux dire, c'est que pendant 3 semaines, on crie au génie, mais que c'est flatteur. Ah ouais? Non, mais j'étais assez content. Sacrément, c'est bon ça. Puis ça vient de la communauté de la boxe qui sont... Ben, j'ai eu un peu de tout, mais tu sais, je veux dire, quand tu t'en vas, mettons, à RDS, j'étais jamais à la RDS de ma vie, là, puis quelqu'un dit, finissant, quel livre exceptionnel, ou tu sais, mettons, j'ai fait faire la préface par Kim Clavel, fait que là, Kim Clavel est en entrevue à TVA Sport, puis là, elle dit, il pose la question, t'as fait la préface, elle dit à quel point t'es honoré, tu sais, moi, c'est ça me fait un petit velours, là. Ouais. Mais en dehors de ça, tu sais, je suis tellement... j'ai essayé de rendre quelque chose le plus compréhensible pour les non-initiés. Tu sais, j'essaye de mettre des éléments pour que tout le monde qui s'intéresse pas nécessairement puisse comprendre. Puis que les initiés, ben, ils se retrouvent aussi, puis ils découvrent des affaires. Puis, que tout le monde en a pour son argent. Ben, je pense. Puis... Ah, c'est cool, ça, man. Puis c'est ça, parce que tu remontes à fucking loin, man. Je comprends, man. Tu sais, c'est vraiment l'histoire, c'est ça, tu sais. Il y a aussi l'histoire du Québec là-dedans, tu sais. Ben c'est à travers, veux pas, à travers 200 ans de boxe, on traverse l'histoire du Québec. Fait qu'il y a des périodes... tu sais, je sais pas, moi, après le référendum de 80, Mario Cusson, Dave Hilton... la société est encore très polarisée. Mario Cusson se pointe avec un short fleur de lysée, Dave Hilton avec ses cornemuses. Fait que tu sais, ça, c'est une espèce de rivalité que Régis Lévesque, le promoteur, il mettait de l'avant. Puis écoute, ça donnait des... qui était même pas un combat de championnat du monde, rien. T'avais des 20 000 personnes là, qui se pointaient à ces affaires-là. Puis... Mais je remonte, quand on dit avec l'histoire du Québec, c'est une période que moi, j'ai bien gros aimé couvrir. C'est les Canadiens français exilés. Oui. T'as eu quasiment autour de 900 000 à 1 million de Canadiens français qui sont allés aux États-Unis travailler dans le textile majoritairement, fait qu'ils sont exilés. Puis il y a un livre qui vient d'être traduit assez récemment qui s'appelle Une race d'étrangers. Puis tu vois les conditions de vie, tu sais, ils vivent dans des taudis, ils travaillent des heures, tu sais, pas possibles dans pour des salaires de misère. Puis à travers ça, ben il y a quelques Québécois qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Puis Chris, je peux faire un meilleur salaire à me battre sur un ring que travailler dans une usine. Puis il y en a qui sont devenus champions du monde, sont devenus des... tu sais, sont au temps de la renommée de la boxe. Il y a des exemples. Il y en a un, moi j'aime bien, je le connais. Moi qui connaissais quand même assez bien l'histoire de la boxe, j'ai découvert dans mes recherches, ça s'appelle Kid Lavigne. Ouais, c'est ça. Je me l'avais mis... Mais tu sais, Kid Lavigne, je veux dire, c'est le premier champion du monde de l'histoire des poids légers. Puis il naît aux États-Unis d'une famille canadienne-française. Fait que c'est un Américain d'origine québécoise. Puis lui, il travaille dans un moulin à scie
Il y a un barbier noir qui lui apprend les rudiments de la boxe. Il commence à se battre au début à main nue. Il fait des combats. Bare knuckle. Ben ouais, écoute, c'est ça, là. Fait que, tu sais, les règles étaient pas encore complètement établies. Ça s'est commencé, tu sais, ils ont mis des gants, ils ont déterminé un nombre de... la grandeur du ring, ces trucs-là. Mais à cette époque-là, lui, il fait des combats. Je pense que son plus long, c'est 77 rounds. Ouais. Puis il va tuer quelqu'un dans le ring à l'époque. D'ailleurs, le gars qui a fait le plus long combat de l'histoire, là, je pense que c'est 6 ou 7 heures, 110 rounds. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'on se bat pas de la même façon que quand t'es à main nue puis que le combat peut durer de même. Là. Fait que c'est quoi, il y avait pas de split decision, genre, de Écoute, la décision même, des juges, même les décisions, des fois, tu sais, il y a des... tu checkes les rapports, là, ça fait genre... ça dit combat nul, mais là, combat nul, c'est parce que c'était interdit, puis la police est rentrée, puis ils ont fait sortir tout le monde, ou ben non. Tu sais, le gars était... Il y a un gars qui était en état d'ébriété, il s'est fait knocker après 20 secondes. Il y a toutes sortes d'affaires d'histoire de même que tu dis, tu sais, c'est le fun aussi parce que t'as aujourd'hui, tu sais, les boxeurs, t'as reçu Marie Abdika, je pense. Oui, ici, oui, ils sont encadrés. Ils ont des nutritionnistes, ils ont des préparateurs physiques, ils ont des psychologues sportifs. Dans le temps, c'était comme... Non, on m'a même pas montré vraiment. Tu sais, je suis fort, je sais me battre, on m'envoie là, je gagne. C'était la loi du plus fort, là, tu sais. Ouais, puis il y a des... tu sais, même encore, jusque dans les années 50, il y en a un que j'aime bien aussi. Là, c'est ça, on saute dans la chronologie. Là, je reviendrai au champion, au premier champion du monde. Kid. Ouais, c'est ça, mais... tu sais, Yvon Durel, mettons. Là, Yvon Durel, c'était un Acadien. Fighting Fisherman. Puis tu lis la bio d'Yvon Durel, c'est un ramassis d'anecdotes de vie incroyable. Tu sais, lui, on a pas vraiment montré à boxer. Lui, c'est un gars qui se battait dans le cours avec ses frères et sœurs pour le fun. Puis le père leur donnait une scène à celui qui pleurait pas. Tu sais, d'affaires de même. Puis c'est le même qu'on fait des hommes, tu Puis, tu sais, c'est une famille de pauvres, de pêcheurs du Nouveau-Brunswick. Puis là, à un moment donné, ses frères reviennent de l'armée. Ils ont ramené des gants de boxe. Fait que là, c'est comme l'attraction dans le village. On se bat avec des gants dans un champ. Puis, tu sais, les gars, ils sont videurs. C'est le seul entraînement, mettons, qu'il y a. Puis là, quand ils commencent à boxer, ben, tu sais, ils vont Durel, là, donner une idée au monde, là, c'est une force de la nature. Tu sais, c'est quelqu'un qui avait pas une très bonne technique, mais qui a assommé du monde parce qu'il était extrêmement fort. Puis lui-même, il dit ben mes frères et sœurs sont plus forts que moi. Puis il y a des anecdotes de même. Puis il y a une affaire, à un moment donné, il part pêcher, tu sais. Puis il y a une tempête, il reste coincé en mer. La voile, elle s'envole au vent. Il passe 36 heures en mer, quelque chose de même, 32 heures. Puis là, il réussit on réussit à le ramener. Puis là, le monde dit « Aïe, tu vas-tu aller te coucher? » Il dit « Non, moi j'ai un combat à ce soir. » Fait que là, il s'en va se battre, après avoir passé comme 36 heures éveillé en mer. Puis là, dans le combat, il dit là, tu sais, son gérant, à un moment donné, il est comme rendu au 8e round. Puis là, il dit là, descends-le, tu sais. Puis là, il dit « Chris, je le regarde, il dormait. Il dormait dans son coin. Puis il s'est réveillé, puis il a gagné, tu sais. Il a gagné en plus. Ouais. Puis il s'est allé se battre. À un moment donné, il est allé se battre à New York. c'est que reste non, mais c'est ça que j'aime. C'est coloré. Non, mais le monde de... Je sais pas si c'est moi qui vois ça de même, là, mais on dirait que le monde de ces époques-là, il y avait tellement des histoires incroyables, épouvantables, là, tabarnak, là. L'histoire de boxeur, en général, c'est parce qu'il faut faire un boxeur, c'est pas du monde comme tout le monde. Là. Faut pour supporter la souffrance d'entraînement, la souffrance de recevoir des coups, parce que mine de rien, c'est super, c'est dangereux aussi, là, comme sport. C'est pas... Je dis, des sports d'élite où le monde ne se met pas en danger comme ça. Tu sais, veut pas l'accumulation des coups sur ta vie, avoir un entraînement comme ça, les pertes de poids. Il y a une autre histoire, Yvon Durel, tu vois, j'en ai des anecdotes là-dessus. T'es as-tu tout mis dans ton livre, ça? Dans le livre? Ben, Yvon Durel, toutes mes meilleures, je les ai mis. Là. Écoute, il y a... Parce qu'Yvon Durel, en fait, il aimait pas ça s'entraîner, tu sais. Puis lui, ce qui le faisait chier, là, c'est quand il arrive au combat, là, il dit, là, à cause de ce maudit gars-là, là, j'ai fallu que je souffre à l'entraînement, fait qu'il va payer, tu sais. Puis il y a des fois... OK, il se primait de même. Il partait faire son jogging,
il tourne le coin, il s'arrête à la brasserie, il boit 2-3 pintes, là, il check le temps, il fait bon, lance-moi un seau d'eau sur la tête pour que j'aille l'air d'avoir transpiré, puis il revient entre-temps. Ouais, c'est beau. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il y avait eu un encadrement, puis il y avait eu un entraînement sérieux, il aurait été champion du monde. Il a passé à 1 seconde d'être champion du monde. Archie Moore, qui est comme une légende dans l'histoire de la boxe, c'est le gars qui a le plus de knockouts de l'histoire. C'est un boxeur incroyable. Il l'affronte à Montréal, puis c'est Archie Moore qui est favori. Le combat commence, puis après 1 minute de combat, Yvon Durel, bam, il est Archie Moore. Fait que là, la foule du forum est comme survoltée. Il se relève, il réétend une autre fois, il se relève une 3e fois, il recouche une 3e fois. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de règle de temps de chute au tapis, tu perds ou ben non. Tu sais, les arbitres étaient un peu plus permissifs aussi. Je pense qu'aujourd'hui, après une 3e chute, on l'aurait probablement donné à Yvon Durel. Puis au fur et à mesure, Archie Moore est retombé au tapis 2 autres fois dans le combat, mais il a commencé, tu sais, Archie Moore avait de l'expérience, il a commencé à saisir un peu, puis à voir que, ok, je suis capable de... Puis il a fini par gagner, fait que ça donne un des combats dans l'histoire, là, des grands combats, et Archie Moore dit, coup pour coup, j'ai jamais reçu une frappe aussi forte que... Oh, la puissance! Qu'ils vont durer. Tu sais, le gars s'est battu avec Rocky Marciano, s'est battu avec Mohamed Ali, mais il dit, tu sais... Marciano, mettons, il frappait fort, mais il t'usait. Tandis qu'un coup à la fois, Yvon Durel, j'ai jamais reçu de quoi de... aussi puissant. Un autre affaire... Mais j'aime pas s'il avait pas été sous. Un autre affaire, c'est qu'il... avant un combat, il se battait chez les poids moyens, à un moment donné. La limite, c'est 160 livres, puis je pense qu'il était à 205 livres 1 semaine avant le combat. Fait que là, son gérant, il dit, écoute, on va le mettre dans le four à faire sécher le bois. Lui? Ouais. Yeah. Fait qu'il le mettait dans le four à faire sécher le bois pendant, là, il achète de 15 minutes, puis là, il disait, on voyait sa graisse fondre comme du beurre, tu sais, puis là, il le ressortait, puis il mettait une couverture, ok, on réessaye. Ils ont fait perdre 45 livres pour son combat, tu sais. Oh, mais c'est de l'eau, esti, ben qui oui. sort de là, esti, il est juste déshydraté. Mais en même temps, les boxeurs, ils se déshydratent eux-mêmes jusqu'à la pesée, puis ils se réhydratent aujourd'hui, tu sais, la pesée la veille. Fait que c'est ça, tu sais, il y a des anecdotes comme ça de bonhommes... Mais en tout cas, ça donne des histoires incroyables. Oui, non, c'est ça. Puis là, c'est ça, t'es mis dans ton livre. Puis justement, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, il y a un peu d'histoire du Québec dans ce livre-là. Parce que, tu sais, il y en a un autre aussi, là, t'as sorti, là, qui s'appelle Loup Brouillard, là, aussi. Hein? Ouais, Loup Brouillard, c'est mon préféré... tu sais, au niveau... Une fois que tu plonges dans son histoire, tu découvres des trucs. Loup Brouillard, il a été champion du monde chez les poids welter, il a été champion du monde chez les poids moyens. C'est aussi un Canadien-Français exilé aux États-Unis avec sa famille, dans la région du Massachusetts. Puis, à un moment donné, il va faire un combat en France. Et il se fait... puis il fait trilogie contre le champion du monde Marcel Thill en France. Puis 2 fois sur 3, il se fait disqualifier pour coup bas. Et là, il y a un historien du Ring Magazine qui analyse les combats, puis il dit, écoute, jamais il y a eu de coup bas. Tu sais, il y avait de la magouille à cette époque-là. Il y en existe encore, malheureusement. Mais... Fait que là, Marcel Thill, il se fait massacrer. Tu sais, il dit là, il lui a cassé une côte, il lui a cassé le nez, il lui a cassé... Ben, sachant qu'il est en train de perdre, il tombe puis il se prend l'entrejambe, puis là, l'arbitre le disqualifie. Fait que là, le combat d'après, Loup Brouillard, il sait que OK, je vais faire attention à ça, tu sais, ça se passe en France, fait que les dés sont un peu pipés. Fait qu'il fait juste pas le taper au corps, puis il l'assomme, puis il se prend encore l'entrejambe. Là, l'arbitre dit non, c'est Brouillard qui a gagné, puis là, finalement, les juges, ils font pression, puis... Mais tu sais, quand tu vois les photos, là, je sais pas si on les verra ou si t'as le droit d'en montrer, mais tu sais, les photos, là, Loup Brouillard, il y a une barouette de roche, puis... comme ça fait très Rocky 4 là, comme type d'entraînement. Je m'entraîne dans la grange. Là. C'est ça, ouais. Fait que tu sais, il y a toutes ces époques-là. Puis moi, je trouve ça le fun aussi de voir des gens qui sont partis de... Tu sais, quand les Canadiens français, là, je vais le redire autrement, là, mais les Canadiens français exilés aux États-Unis, il y a des conditions de vie extrêmement dures. Puis c'est du monde... C'est pas du monde... Tu sais, ils se faisaient piler dessus. Ils ont comme une résilience, la résilience typique là, québécoise. Puis, tu sais, il y avait le Ku Klux Klan qui les intimidait. Il y avait... Ah ouais, même après eux autres? Ouais, ben c'est des catholiques. Fait que là, il y avait comme une espèce de...
il disait que c'était un complot genre du pape pour rendre catholique les États-Unis protestants. Fait que... Ah, ok. Parce que vu que les autres ça, sont catholiques, puis les autres protestants, plus que les Irlandais ou les Italiens ont vécu aussi. Les Cubains en avaient contre les catholiques. Puis que quelqu'un sorte de ce milieu-là, puis il réussisse à faire son chemin dans la boxe, puis devienne champion du monde, puis il remplisse des amphithéâtres, moi je trouve ça assez le fun. Mais oui. Qu'un Québécois se rende là, puis il leur pète la gueule. Puis... Mais moi, tu sais, moi, c'est peu importe le sport, tu sais, aussitôt que je vois un Québécois qui réussit en quelque part, là, tu sais, comme exemple, j'ai reçu Éric Gagné, tu sais, moi, le baseball, je connais rien là-dedans, je trouve ça plate, tu sais. Mais, je suis impressionné par quand quelqu'un en a qui s'en va ailleurs, puis il devient « Hey, Éric Gagné, tabarnak, là, c'est une figure là, aux États-Unis là, pour le baseball. Là. Il a marqué des records qui sont même pas encore battus aujourd'hui. Là, fait que... Mais, tu sais, moi, ça m'impressionne tout le temps, tu sais, fait que même la boxe, de quoi, moi, je suis peut-être plus MMA, là, tu sais, fait que j'ai moins suivi la boxe. On a eu Georges Saint-Pierre, qui est encore reconnu comme un des plus grands, il est encore reconnu comme un des plus grands, sa planète, là, fait que... Ah, vraiment, man. Mais tu sais, c'est aussi ce que je dis, en fait, mon hypothèse, c'est que on nous a cantonnés au travail de la terre, tu sais, après la conquête des Anglais, fait que Veux pas, ça fait un peuple qui a une constitution forte, puis c'est des toughs, les Canadiens français, là. Ouais. Fait que, tu sais, on est un bon terreau pour émerger des combattants, des boxeurs, tu sais, je veux dire, ça, quand je parle d'Yvon Durel, Canadien français, tu sais, moi, je l'ai rencontré, Yvon Durel, puis sa main... Ah ouais, ok, il était encore vivant? Non, j'ai pas rencontré pour le livre, j'ai rencontré quand j'avais 14 ans au Nouveau-Brunswick, puis sa main, mon gars, là, c'est comme ses doigts, là, c'est comme... sa bague aurait pu faire mon poignet, quasiment, là, mais je déconne, mais tu sais, fait que c'est des gens, là, d'une constitution physique, là, extrêmement forte, puis quand on parle de Kid Lavigne, tu sais, des gars qui faisaient des entraînements de bûcherons... Ah ouais, c'est ça, man. Tu sais, c'est comme l'histoire de l'évolution. Là. Les plus faibles crèvent. En tout cas, tu sais... juste les hosties de bâtis, man. Les endurants, là. Ah, mais man, c'est ça, c'est incroyable. Puis comment que des histoires aussi vieilles que ça, tu réussis à les trouver ou à t'en informer ou c'est que t'as pris ton information ou pour savoir juste si c'est vrai ou pas? Ou... Moi, j'ai découvert la boxe à la base, là... je vous racontais mes premiers galas, mais vraiment, moi, c'est par les livres, des encyclopédies de boxe. Puis là-dedans, il y avait des Québécois qui étaient soulignés en jaune par mon père, les Loup Brouillard, Jack Delaney, ces boxeurs-là étaient soulignés en jaune. Puis... Fait que de là, ta curiosité. Ben là, moi, tu sais, il y avait pas que les Québécois, là. Moi, je veux dire, je m'intéressais à Joe Louis, Mohamed Ali, etc., toute la gang, puis j'étais assez ferré, puis... Par la suite, des fois, ben, t'en découvres d'autres. Puis là, justement, il y a un gars qui est décédé aujourd'hui, qui est un universitaire qui s'appelle Martin Achard, qui avait fait un site qui s'appelait Mémorial de la boxe. Puis lui, il était, je pense que c'était un diplômé en philosophie, mais il s'intéressait à l'histoire de la boxe. Puis il est allé chercher des affaires comme chercheur universitaire, fouiller dans les fonds d'archives, puis il a sorti des photos de Loup Brouillard, il a sorti des histoires. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir Kid Lavigne. J'étais comme, aïe, je connaissais pas cette histoire-là. Il a sorti des trucs de, tu sais, toutes les années 20, la boxe au Québec. Il est sorti plein d'affaires. Fait que pour ces périodes-là, c'est ça, c'était une mine d'or. Il y a d'autres gens qui ont des biographies ici et là. Tu sais, mettons, Stéphane Ouellet, il y a une biographie qui est quand même assez complète, qui existe. Arturo Gatti, il y a une biographie qui est quand même assez complète. Fait que là, tu sais, mettons, les époques plus récentes, tu peux visionner les combats facilement sur YouTube. Fait que là, tu veux regarder, tu lis la bio d'Arturo Gatti, tu fais, tiens, je vais checker ce combat-là, puis là, tu es capable de mettre des mots sur... Mais, tu sais, la bio d'Arturo Gatti, c'est tout un personnage aussi, là. Quelqu'un qui a rayonné vraiment sa scène internationale, puis quand tu lis sa bio, tu peux pas te douter à quel point qu'il avait une vie rock'n'roll, mon gars, là. Tu sais, il raconte... mais c'était quelqu'un qui était comme malheureux, puis qui, la boxe, il était un peu accro à l'argent, puis il gaspillait son argent dans un club de danseuses, champagne, cocaïne et tout. Mais il s'entraînait quand même fort, puis ça a donné qu'il y a eu des combats, des slugfests, il a fait plusieurs fois des combats de l'année, là, tu sais. C'est quoi un slugfest? C'est comme un espèce de
de combats coup pour coup, là, où, mettons... Des combats marquants, dans le fond? Pas marquants, je te dirais que c'est plus, on s'assomme, là. Y a pas, c'est pas comme un combat tactique défensif, là. C'est quasiment, on se donne chacun une volée, puis... on reste debout, puis on fait... Ouais, ben c'est ça. Puis Arturo Gatti, t'es célèbre aussi, finissait les yeux tout enflés en sang, puis le monde... le monde aimait ça, puis c'est quelqu'un qui a fini sa vie tragiquement, puis... Ouais, moi, je connais juste la fin de ce gars-là. Mais en tout cas, sa bio, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est dur de s'imaginer que quelqu'un a pu autant gaspiller son argent. Tu sais, un peu comme Tyson, là, ce genre de vie-là. Mais quelqu'un qui a donné à la boxe puis qui se méfiait aussi beaucoup des magouilles, puis tu sais il sentait l'espèce de, tu sais, quand on dit des fois des faux frères là en boxe, il y en a beaucoup. Tu sais, quand tu gagnes là, ton vestiaire est plein de monde qui sont là, ah wow, t'es hot, t'es le meilleur, ils sont avec toi, ils sont contents, ils partagent ton succès, le champagne, les parties. Mais quand tu perds là, il y a plus personne, il y a juste ta famille, ta blonde, puis tu sais, les faux frères sont rendus dans l'autre vestiaire là. Fait que c'est qu'il y a comme... La boxe, c'est un milieu de gens qui sortent souvent de la pauvreté, puis qui s'élèvent, puis il y a des histoires super tragiques, il y a des belles histoires de rédemption, mais il y a un peu de tout. C'est ça qui fait que c'est des personnages qui sont un peu hors de l'ordinaire. Ben ouais, parce que je parlais de ça avec un ami, tu sais, la boxe, tu sais, c'est tellement accessible, tu sais, t'as besoin des gains. C'est simple. Puis t'apprends à te battre. Puis même, tu sais, tu le dis, il y en a qui savaient même pas comment se battre. T'es juste fort puis capable d'encaisser, tu sais. Mais je te dirais que c'est simple en apparence, mais quand l'entraînement est comme une espèce de routine, de perfectionnement d'une centaine de petits gestes que les boxeurs vont façonner, polir, ils vont répéter des affaires, c'est ça. Ouais. Que, tu sais, c'est comme aujourd'hui... C'est comme scientifique la façon que ils peuvent analyser les combats de l'autre en les regardant à une époque. Je veux dire, quand tu es dans les années, tu sais même pas contre qui tu vas te battre. Tu l'as jamais vu se battre. Tu arrives dans le ring, tu le découvres. Là, ils sont capables de faire une stratégie. J'avais parlé avec Stéphane Larouche, qui est entraîneur de Ouellet puis d'Éric Lucas. Puis c'est comme ça qu'ils ont découvert une faille quand il a battu le Britannique, Éric Lucas. Il dit, on mettait des vidéocassettes de ses combats, puis il dit ça en pesant sur le mode accéléré. Il dit, j'ai remarqué un tic que Glenn Catley avait, c'est qu'il baissait toujours, puis il remontait ses mains constamment. Fait que là, il dit, si on part le coup quand sa main est en haut, les coups vont arriver, il va avoir les mains en bas. Puis Éric Lucas, il voulait pas le faire, ce coup-là. Ils l'ont pratiqué, puis le soir du combat, ben on le voit, pif! Pow! Ça le pogne, puis là, il tombe au tapis, puis le Québec en entier là, avait une sympathie énorme pour Éric Lucas. Fait que c'est des affaires comme ça qui sont vraiment différentes, je pense, entre ces époques-là. Que... Ben oui, puis on dirait aussi que il y en a moins là, de ça, ou peut-être il y en a même qui diraient qu'il y en a plus, là, que de l'époque glorieuse. Il y a des creux de vagues dans l'histoire des fois, puis quand les Hilton sont disparus, t'as eu comme dans le début des années 90, c'était plutôt moribond, puis après ça, l'époque où Lucas est arrivé. On a eu assez récemment, il y avait eu David Lemieux, Adonis Stevenson, Jean-Pascal, Lucien Boutet, qui étaient tous champions du monde dans des temps pas si lointains. Puis là, on est dans un creux de vague dans la boxe masculine. En ce moment, c'est la boxe féminine, je trouve, qui fait prendre la place. Parce qu'il y a des personnages Marie-Ève Dicker a été championne du monde, Kim Clavel a été championne du monde, Vanessa Lepage-Johannis était championne du monde. Fait que ça attire pas les mêmes foules que quand on voyait, mettons, des Luciane Boutet, mais ça tient un peu la boxe professionnelle en vie. Puis je pense que chez les amateurs, il y en a d'autres qui vont arriver. Puis, là, je sais qu'il y a Beterbiev qui fait bien parler. Là. Je sais pas Beterbiev, il est... c'est ça. Mais Beterbiev, il est... à Québec, là. Il s'entraîne ici avec Marc Ramsey à Montréal. Mais c'est un Tchétchène qui, ça fait au moins 10 ans, je pense, qu'il est ici. Puis là, il a unifié les ceintures. Ça s'était jamais fait. Là. J'ai dit Kid Lavigne dans ce temps-là. Quand Kid Lavigne a été champion du monde, avec une seule ceinture, c'était pas compliqué, c'était de même. Il y avait une fédération? Il y avait une fédération. Ah, c'est ça. Là, après ça, un moment donné, il y en a eu 2. Puis là, avec le temps, là, ils sont rendus à 4.
un moment donné, il y en a eu 5. Il y en a une qui était moins reconnue. On est revenu à 4. Ben, en tout cas, fait que là, Beterbiev va unifier les 4 ceintures. Donc, c'est le champion unifié des poids mi-lourds. Puis, le gars est quand même assez discret. Je trouve ça quand même rafraîchissant. Tu sais, quand on est à une époque où là, c'est des Jake Paul qui fait parler de lui, puis il y a d'avoir quelqu'un comme Beterbiev, tu sais, qui dit pas un mot, il fait ce qu'il a à faire, il veut juste être le meilleur, puis c'est quand même assez rafraîchissant. Ouais, c'est ça qui compte, ouais. Ben moi, c'est un peu ça qui m'a fait décrocher de la MMA, tu sais, parce que moi, j'étais un énorme fan de Georges Saint-Pierre, tu sais, de GSP. Puis, tu sais, dernier combat, je pense, c'est 2017 contre Bisping, tu sais. Puis, après ça, il est arrivé un McGregor où lui, il te l'avait la grand gueule, tu sais. C'est correct parce qu'il y en a qui aiment ça, puis, tu sais, je sais pas, ça a amené une autre clientèle ou tout ça. Mais moi, j'ai décroché un peu à ce moment-là. Puis ça tombait en même temps de la fin de Georges Saint-Pierre, puis... Mais c'est moi le trash talk. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi parce que le trash talk, ça fait créer de l'engouement autour des combats. Ouais, mais je trouve pas que ça amène le vrai du sport ou le. Tu sais, à l'époque de Mohamed Ali, là, les combats de Mohamed Ali, tu sais, tout le monde connaît le personnage de Mohamed Ali. Tout le monde se souvient ou a déjà vu, en tout cas, je pense, il y a des documentaires sur lui. Tu sais, lui, il a transcendé le sport parce que lui, il arrivait puis il disait « Moi, je vais le knocker au 5e round. » Paf, il le knockait au 5e round. Tu sais, fait qu'il a comme créé puis il était exceptionnel puis il avait une conscience politique puis il avait... Fait que son trash talk, c'était pas juste comme « Ah ouais, je suis le meilleur, blablabla, réseaux sociaux. » Tu sais, c'était comme « Ok, non, moi, j'irai pas en guerre... au Vietnam, où moi, je vais dénoncer telle affaire, puis il a pris une il a fait de la prison pour ça, hein, je pense, parce qu'il était conscrit, puis il a pas voulu y aller. En fait, il a pas fait de prison finalement, là, en tout cas, à mon souvenir, là, pas que j'étais là à cette époque-là, mais tu sais, je veux dire, il a payé cher son engagement politique. C'est comme si on y avait enlevé ses meilleures années, son prime, tu sais, mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, je disais, ouais, c'est ça, qui est là, en fait, on a une époque où c'est pas que ça, mais je pense qu'il y a comme quelque chose les gens sont un peu blasés, puis il y a ce que un des entraîneurs de Mike Tyson, il dit aussi, tu sais, Teddy Atlas, il s'appelle, il dit, à l'époque, t'avais le champion du monde dans telle catégorie, c'était ça le champion, tout le monde savait c'était qui. Là, à cette heure, t'en as 4 dans une catégorie, t'as des ceintures secondaires, fait qu'il y a comme quelque chose qui s'est perdu, puis je pense que la boxe mondiale, la boxe en général traverse un creux de vague qui est un peu comme au Québec. Il y a des excellents boxeurs, il y a des excellents combats, mais il y a un engouement qui est différent d'avant. Dans certains pays, tu sais, bon, il y avait Tyson Fury, un gitan, je sais pas si t'as déjà vu, là, c'est un gigantesque. Le ball LED, là. Tu sais, il y a une petite bédaine, à première vue, il a pas l'air du physique qu'on s'imagine découpé comme un Roy Jones, mettons, mais Chris, il est quand même de la technique, puis il était champion du monde. En Angleterre, lui, il remplit, tu sais, je sais pas, des stades de 60 000 personnes. Au Mexique, il y a des foules nombreuses aussi. Tu sais, quand il y avait Pacquiao, je veux dire, c'était une méga idole pour les Philippines. Mais je pense que... Est-ce que les Américains sont devenus moins dominants? Est-ce qu'on a trop de divertissement? Tu sais, on a le UFC, on a plein d'affaires, les sports Netflix, les affaires TikTok. Est-ce qu'il y a trop d'affaires? Puis, tellement d'offres, là, c'est ça. Il y a un peu de ça, je pense. Que quand tu étais en 1920, là, t'allais au combat, puis il fallait que tu sois là pour voir la patente. Tu sais. Fallait que tu le vives, fallait... Puis il y a du monde, il lisait les comptes rendus d'un journaux, puis en tout cas, c'est ça. Il y a une histoire, je sais pas pourquoi je pense à celle-là maintenant, là, mais que j'ai dit d'histoire dramatique. Il y a un Français qui s'appelle Laurent Dautuil, qui est venu se battre au Québec dans les années 50. Ouais. Ah, ça a l'air que Laurent Dautuil, c'est Jean-Paul Chartrand, je pense, qui disait ça. Il dit quand il était ici, il était assez pauvre, il dit il dormait au forum. Il dormait dans le forum? Ben, c'est ça qu'il dit. Mais Laurent Dautuil, il a commencé sa carrière en France, et puis il est devenu... il est venu se boxer au Québec, il a commencé à faire à monter dans les classements. On parle de quelle année, là? Dans les années 50. Des années 50, ok. Puis il se bat contre Jake LaMotta à Détroit, combat de championnat du monde.
Puis il est en train de gagner. Donc, tu sais, Jake LaMotta, il est dans les grands noms de la boxe mondiale. Là. Pas que c'était le meilleur ou de quoi, mais il a été champion. Puis, tu sais, bon, lui était très à coquiner avec la mafia, mais... il est à 13 secondes de gagner. Jake LaMotta l'assomme. Le gars de pas capable de se relever. Laurent Dautu le perd. Il passe à ça d'être champion du monde. Et de fil en aiguille, il finit par retourner chez lui en France. Il est pauvre, il est malheureux, les gens l'ont oublié, puis il se met à faire de la lutte. Il se met à travailler dans un cirque ambulant où il rejoue pour le public. Genre, ils font une simulation de ses derniers rounds de son combat de championnat du monde qu'il a perdu. Fait que là, lui, il dit comme à chaque soir... Je revis ce moment dramatique de ma vie, tu sais, pour amuser les gens. Il dit comme, mettons, on montrait des gens difformes comme l'homme éléphant, genre... Comme dans un cirque, là. Exactement. Puis il a fini par se suicider. Incapable de... Ben, genre, à un moment donné, je veux dire, on l'a empêché de boxer parce qu'il a comme eu des séquelles. Il était tombé dans un escalier. Bref, tu sais, il y a des histoires super tristes. Ah ouais. Et tabarnak, même. Fait que c'est rempli d'affaires comme ça. Puis d'autres fois, t'as des histoires, bah, tu sais, je sais pas, mettons Kim Clavel, tu sais, quel personnage charismatique, tu sais, elle va être infirmière, elle a servi, elle a mis sa blouse dans la pandémie pour aller aider dans CHSLD, puis elle devient championne du monde, tu sais, je veux dire, Chris, s'il y a une figure vraiment en ce moment qui porte la boxe professionnelle au Québec, c'est Kim Clavel. Ouais, c'est ça. Ça va dans tous les sens, mais on s'amuse bien. Non, mais c'est cool parce que, tu sais, moi, pour vrai, tu sais, l'histoire de la boxe, juste ça aurait pas été assez pour peut-être me donner l'envie de le lire, mais tu sais, j'ai un court vidéo que j'ai vu, toi, qui parle de ton livre. Je fais, hey, tabarnak, c'est intéressant, ça, hey, ça aussi, puis ça aussi. Puis là, t'en apprends sur le Québec, puis t'en apprends, tu sais, parce que c'est pas nécessairement soit des boxeurs québécois, c'est même des combats de boxe qui ont eu lieu au Québec. Qui ont lieu ici, au stade olympique, ben, justement, tu sais. Ça, je veux dire, c'est probablement le plus grand combat qui a eu lieu au Québec. C'est Sugar Ray Leonard, Roberto Duran. Les deux profils des gars sont super intéressants. T'sais, Sugar Ray Leonard, champion des Olympiques, médaille d'or des Olympiques à Montréal en 76. Fait comme déjà une popularité, les gens se souviennent de lui. Roberto Duran, c'est un petit pauvre, là, mais de la pauvreté extrême. Il était cireur de souliers au Panama d'un bidonville. Puis, il y a quelqu'un qui l'a mis de l'avant. Il l'a vu se battre, puis il a commencé à en parler dans ses chroniques, c'est Tiggy Aimon. Tiggy Aimon, feu paix à son âme, mais Tiggy Aimon était à l'époque le chroniqueur le plus populaire du Journal de Montréal, puis lui, il disait « Ah, Roberto Duran, c'est qu'il était écœurant », puis il y avait une chronique... Puis il a commencé à le vendre au Québec. Il a commencé à le vendre, sans nécessairement savoir, puis à un moment donné, il vient se battre à Montréal, combat de championnat du monde. Ah, OK, il y avait même pas combat de... Mais non, c'est un passionné de boxe, puis c'est un passionné de plein d'affaires, Tiggy Aimon. Fait que là, il y a un combat de championnat du monde. Les deux, tu sais, ils sont comme au sommet de leur carrière. Puis ils vont s'affronter au stade olympique. Puis Roberto Duran, quand il met le pied ici, il dit, en français, aux journalistes, « Bonjour Montréal, bonjour Guy Aimon. » Oh ouais. Fait que là, puis Tiggy Aimon, il a suivi, tu sais, il était pas loin du coin de Roberto Duran, tu sais, il était impliqué. Il raconte dans une série documentaire. Il dit juste avant le combat, il dit, je vois un espèce de stand au stade olympique, il y a les drapeaux du Québec, j'en prends un, je donne ça à ces hommes de coin. Fait que là, Roberto Duran, il fait sa marche devant 46 000 personnes vers le ring, suivi d'un drapeau du Québec. Hey, le monde, mon gars. Puis tu sais, en plus, l'histoire de petits pauvres, ça rejoignait les gens. Puis même si Sugar Ray Leonard avait gagné quelque chose, là, la foule a comme été derrière Roberto Duran, puis il a gagné, puis il dit que c'est son meilleur... Vraiment sa meilleure performance à vie, tu sais, puis les gens allaient voir le combat sur YouTube. Vous tripez pas boxe, ça vaut la peine quand même, c'est comme un tableau de grand maître, là, tu sais, c'est... Fait que ça, c'est une sorte d'histoire comme ça. Tu sais, Stéphane Ouellette, moi j'en ai parlé souvent dans les médias pendant ma... C'est mon premier gala que je vais voir, j'ai 12 ans, mon père m'amène voir Stéphane Ouellette. Oui, parce que c'est ça, c'est ton premier là, que tu vois. Ouais, j'avais déjà vu un gala amateur, mais je me souvenais pas de grand-chose, vraiment. Mais là, Stéphane Ouellette, on arrive là. T'avais quel âge, toi? 12 ans. 12 ans, ouais. OK. Puis, Ouellette arrive... Ben, les combats de la sous-carte, tu sais, je veux dire, ça avait souvent fini des KO au premier round. J'étais pas exceptionnel. On arrive le combat de Ouellette.
Là, il fait sa marche vers le ring avec l'espèce de musique de Vangelis grandiose. Les lumières se ferment. Il n'y a pas grand boxeur qui avait une entrée spectaculaire comme ça en termes d'ambiance. C'est des chœurs, genre, dans un film La découverte de l'Amérique. Là. C'est comme... Ouellet arrive, c'est pas de peignoir tatoué. Puis, le combat commence. Au 3e round, il tombe au tapis une fois. Là, la foule l'encourage. Il se relève, il retombe au tapis. La foule est derrière lui. Puis, il finit par gagner par KO 2 rounds plus tard. Moi, j'ai 12 ans, mais je capote. Je suis comme, OK, je suis vendu. Je viens de comprendre c'est quoi, là. Puis, Ouellet, il a une carrière, il aurait pu être champion du monde, là, facilement. Là. Facilement. C'est jamais facile, là, mais il avait un talent il avait un talent incroyable. Il était chez les amateurs, c'est pas pour rien qu'ils nous l'ont vendu comme la renaissance de la boxe chez les amateurs. Il dominait les gens. Je pense que Stéphane Drarouche, il me raconte, il me dit, je pense qu'il a pas perdu pendant, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Là, il massacrait le monde aux amateurs. Puis la transition chez les pros, je pense que comme il y avait eu Interbox qui a été créé dans ce temps-là, Ouellet avait beaucoup de pression sur ses épaules de performer, puis de mener, genre, d'être le renouveau, puis... C'est comme un porte-parole, un peu, ou un symbole. Mais Ouellet, à ce moment-là, il a commencé à être plus comme dans le party, puis quand tu lis sa bio, c'est sûr que, Chris, quand t'as 20 ans, tu peux gagner un combat amateur de... quand t'as tel âge, tu peux gagner un combat amateur de 3 rounds, mettons que t'as brossé la veille, mais quand t'es rendu à 26, 27 ans, puis là, c'est l'élite de ta division, c'est des gars qui font les sacrifices que t'es supposé faire, là, qui font leur jogging, qui se lèvent, qui mangent bien, puis ils s'entraînent comme des malades, là, tu peux plus suivre, là. Ton talent tout seul t'emmènera pas là. C'est ça qui est arrivé un peu avec lui, mais le monde l'aimait, là, il remplissait les Ouellet et le Hilton, là, on parlait de espèce de polarisation anglais-français, là, tabarnak, ça, c'était... C'est ça, Ouellet, man, c'est un nom qui revient souvent, là, pour que je l'invite sur le podcast, mais lui, il veut plus... Non, mais il a sa vie, il a passé à d'autres choses, puis c'est correct. Ben oui, puis moi, je respecte ça. Là, c'est ça, mais ça a été un gros morceau de la boxe au Québec qui a amené beaucoup de gens à voir ça, puis c'était... Tout à l'heure, tu as parlé de quoi, tu sais? Je sais pas si tu l'as vu dans ton dans ta recherche, tu sais. Le sport a tout le temps été quand même proche du crime organisé aussi. Ou le crime organisé a tout le temps été proche du sport, là. Ouais, le crime organisé est toujours proche de où il y a de l'argent. Ouais. Mais ça, c'est pas un élément que j'ai beaucoup survolé. Tu sais, j'en parle parce que, par exemple... les Hilton, il y a eu des histoires avec les Cotroni qui étaient pas très loin, qui étaient des gros fans de boxe, qui ont vendu les Hilton à Don King, puis ça s'est super mal passé. Il aurait dû être champion du monde. Bon, il y en a eu, Matthew Hilton a été champion à cette époque-là, mais tu sais, ils ont foiré eux-mêmes leur moment de gloire qu'ils auraient dû avoir à Las Vegas. T'avais Cotroni qui c'est ça, qui était... t'avais aussi... Quand il y a eu Eddie Melo qui est un jeune Portugais... Bon, je vais raconter l'histoire brièvement aussi pour que le monde y comprenne, là, mais... Eddie Melo est un boxeur portugais de Toronto. Et il veut passer pro, il a juste 17 ans. Puis à Montréal, on le laisse pas se battre à 17 ans, donc la fédération, la commission athlétique. Puis là, il y a des gens, il y a Tigui Aymon qui c'est son plus grand et c'est son boxeur préféré à part Roberto Duran, là, c'est Eddie Melo. Et Tigui Aymon, il capote, il dit ah ouais, ça va être une star. Tu sais, le gars il est beau gosse, il assomme les gens, il dit ça va être une star. Puis Régis Lévesque, le promoteur, il dit ok, on va le faire se battre à Verdun parce qu'il n'y a pas de commission athlétique, fait qu'on va pas le faire se battre quand même quand il y a 17 ans. Fait qu'Eddie Melo devient... T'sais, il assomme les gens, il est spectaculaire, son entrée sur le ring est spectaculaire, puis il y a des femmes aux entraînements publics parce qu'il a une gueule d'acteur. Il s'en va être... on le monte, puis il finit par perdre un combat, puis son étoile se met à pâlir, puis là, tranquillement, il devient... il traîne avec les Cotroni, il devient chauffeur de Cotroni. C'est-tu Cotroni ou c'est...
peut-être que j'ai Franck Cotroni, là, peut-être que je me trompe de nom. Mais finalement, Eddie Melo, il finit par lâcher la boxe, puis il meurt assassiné dans un parking en Ontario parce qu'il était comme un homme de main du crime organisé. T'sais. Il y a à l'époque de... Ouellet et Hilton, il y avait les motards qui étaient présents dans l'amphithéâtre, là, c'était-tu le centre Molson à l'époque? Ah oui, c'est vrai, non, je pense que c'était le forum. Moi, j'appelle ça le nouveau forum, pour pas dire le centre Molson, mais là, t'avais genre des patchés qui achetaient des tables, tu devais avoir 200, tu sais, c'est comme quelque chose, là. Ben ouais, parce qu'il y avait, je pense quand Boucher s'était fait libérer, c'est ça. Il était venu parader, là. Puis ça a fait applaudir par la foule. Ça, je suis pas sûr, en fait, parce que le monde, il dit c'est fait applaudir, mais je pense qu'on voyait en même temps des images sur l'écran géant de Ouellet ou Hilton dans le vestiaire. Fait que c'est peut-être cette confusion-là qui... Mais tu sais, les moteurs étaient là, puis ils s'affichaient, il y avait pas de loi anti-gang. Surtout à cette époque-là, là. Ouais. Tu sais, de toute époque... aux États-Unis, il y a eu beaucoup de liens du crime organisé dans les associations de boxe. Là, quand on parle de Jake LaMotta et de quoi, c'était... Je te dirais pas qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose, mais c'est comme une magouille qui est autre. Tu sais, c'est des promoteurs. Tu sais, Don King, il est pas officiellement dans le crime organisé, là, mais c'est pas quelqu'un de très respectable. Là. Don King? Le promoteur américain. Là. Pourquoi, sais-tu? C'est un peu une ordure, là. C'est quelqu'un qui est devenu très, très riche, mais c'est quelqu'un qui a manipulé, qui a crossé tout le monde. Tu sais, je pense que lui, il a marié sa femme en faisant assassiner son ex-mari, là, une affaire comme ça. Ah, tabarnak. Puis dans la biographie de Mike Tyson, il parle beaucoup de Don King, tu sais, puis Don King le volait, là, quand Mike Tyson, il sort de prison, il pense qu'il y a de l'argent, mais finalement... Ça ressemble à ça, tu sais. Ah ouais. Ouais, à un moment donné, il dit, Chris, je check mes dépenses, tu sais, que Don King me facture telle année, mais il me facture 65 000 $ de serviettes. C'est quoi cette Mais la contrepartie, c'est que comme Tyson était la vache à lait dans un sens de Don King, il avait pas peur de le maltraiter physiquement. Fait que, tu sais, Don King, il conduit l'auto, puis moi, j'ai crissé un coup de pied dans la tête. Il y a même un bout d'entrevue que tu peux voir sur YouTube. Il est en entrevue, Don King est à côté, puis Tyson il donne genre un coup de poing dans les côtes, pas fort. de Tyson. Tu sais, Tyson dans ça la doit vingtaine. Être moins pleine puissance, ça doit ressembler à ça. Ouais. Hey, s'il y a quelqu'un, je voudrais pas faire chier. C'est même Mike Tyson. Il y a des époques, tu sais, où... mettons, là, tout le combat qui a eu lieu, tu sais, c'était comme un peu... ridicule, là, dans un sens. Là, tu parles celle avec Jake Paul, là? Ouais, c'est qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait partie de mes questions. On y va en désordre, dans le fond. Peu importe, moi, je l'ai dit, je l'ai redit, genre, moi, j'aime Mike Tyson, j'étais content... de le revoir. De le revoir, mais j'étais plus inquiet pour lui, qu'il lui arrive pas quelque chose de grave, parce que la boxe, c'est un sport sérieux, c'est un sport... dangereux. Puis tu peux pas remonter à 60 ans contre quelqu'un qui en a 27, 30, là, c'est dangereux pour toi, là. Je comprends pas qu'il y a une fédération qui a donné le go. Tu sais, il y a des boxeurs qui se sont rebattus, il avait 45 ans, tu sais, Bernard Hopkins, lui qui s'est battu contre Jean-Pascal 2 fois, là, il s'est battu jusqu'à 48, 49 ans, tu sais, mais c'est quelqu'un qui a eu une vie... Après la prison, il a une vie de moine. Il s'est consacré, tu sais, il a fait attention à lui. Puis c'est comme un phénomène de se rendre à cet âge-là puis boxer. Tu sais, il y en a quelques-uns qui peuvent, là. Mais 60 ans, ton corps, il réagit pas de la même façon. Puis surtout que Tyson, il a quand même fait beaucoup d'excès, là. Moi, j'étais plus inquiet. Puis... le combat, je veux dire, j'étais content de voir Mike Tyson faire une dernière fois une entrée sur le ring, mais après ça, je veux dire, je me doutais bien que il a réussi à se battre la première minute, puis après ça, il peut plus suivre. Puis, Jake Paul aurait pu, je pense, y faire très mal. Ah ouais? Il y en a qui disent que c'était arrangé, puis il s'est retenu. Puis... Je pense qu'il a dû se retenir un peu pour pas avoir l'air du salaud qui assomme un vieillard, là. Non, moi, je parle de Tyson qui s'est retenu de pas... Je pense pas. J'ai l'impression que Tyson...
quand il avait fait un combat pendant les confinements contre Roy Jones, tu sais, puis les deux étaient plus vieux. Tyson avait 57, 54, je sais plus. 57, mettons, puis Roy Jones avait 40 quelques. Puis, tu sais, c'était le fun à voir, même si c'était pas un très grand combat, mais Tyson, il a pas fait comme moi, je m'en vais faire une exhibition pour le fun. Il avait l'air de donner des vrais coups. Mais les deux sont dans un âge avancé. Là, le gars, l'autre, il a 27 ans, ton corps récupère pas de la même façon. Tyson, après 1 minute, il avait l'air dans son coin d'être déjà brûlé, tu sais. Puis c'est une chose de voir des bouts d'entraînement de 15 secondes sur Instagram, de lui qui tape dans des pads, tu sais, il a l'air encore d'être dedans, d'avoir de la vitesse pis tout, mais là, après ça, t'as toffé un vrai combat. Je sais pas si c'était arrangé, mais je pense que Jake Paul a pas voulu avoir l'air d'être le salaud qui assomme Mike Tyson, puis en même temps, il se méfiait un peu de la force de Tyson quand même, fait qu'il est pas allé trop proche de lui. Ça pourrait être juste un coup de poing bien placé. C'est ce qu'on espérait tous, je pense. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le vendre à plein de monde. Cool, man. Fait que c'est ça, fait que ton livre, il est disponible tout partout dans les librairies, où le monde peut aller le commander sur Amazon. C'est pas bien compliqué. Du sang, de la soie et des larmes, 200 ans de boxe au Québec. Là. Ben, très cool, mon gars. Ouais, puis en plus, il y a plein de photos dedans aussi. Ouais, ben c'est ça. Puis je parcours... très fourni, très garni. Ouais, j'étais assez content de ce que ça a donné au final. Ouais. Hey, j'aimerais ça te parler aussi, si tu me le permets. Ben oui, vas-y. T'as fait un bel hommage à Julien Poulain, man. Ouais. Tu viens de sortir ça, fait peut-être une journée à peine. C'est ce matin, en fait. Ouais, c'est ça. Ce matin, là, quand les gens vont le voir, qui se retournent dans le passé d'un mois, là, je sais pas comment. Ouais, c'est ça, c'est ça, exact. Puis c'est un bel hommage que tu fais dans Urbania. Ouais. Puis t'as appelé ça « Le héros des humbles ». Ouais. Ben, écoute, je sais pas, des fois, ça sort... Julien Poulain, moi en plus, je les raconte comment je l'ai appris, puis c'est pas vraiment agréable, tu sais, pas une bonne façon, je pense, d'apprendre ça. Ouais, là, j'ai reçu un téléphone, une journaliste qui me dit « Oui, bonjour, pouvez-vous confirmer la mort de Julien Poulain? » Moi, je savais pas. J'ai pas ces réseaux sociaux à ce moment-là, j'étais pas plugué sur rien, je regardais le football, puis j'ai dit « Ben non, vous me l'apprenez. » Elle dit « Ah, vous n'êtes pas le filleul de Julien Poulain? » Je dis « Ben non. » Fait que genre, je sais pas c'est quoi ces infos, tu sais, elle a peut-être su qu'il y avait un lien, mais que c'est pas mon parrain, mais... C'était-tu professionnel ou c'était une affaire monde de star, là? Je me rappelle pas c'est qui, je me rappelle pas, ça s'est passé vite, puis ça m'a comme un peu... Chris, l'habitude, tu laisses un peu de temps. Non, mais c'est parce que eux, les journalistes, dans le fond, ils ont besoin qu'un membre de la famille confirme qu'il est bien décédé avant de lancer la nouvelle. Même si c'est sorti sur ses réseaux sociaux, les journalistes, ils doivent s'appuyer sur une confirmation quelconque de quelqu'un de la famille. Mais là, il risque de faire apprendre à la famille. Ben là, écoute, peut-être que c'était à la fin de semaine, hein. Ouais. Peut-être une stagiaire. Je sais pas. Mais, fait que bref. Et là, j'ai fait la tournée des médias pour mon livre pendant 3 semaines. Tu sais, c'est bien demandant, là. T'es à chaque jour plusieurs entrevues. Pas que c'était plate, là. Je veux dire, Chris, c'est mon livre, j'étais content d'en parler puis tout. Mais comme tu le dis aussi, il faut que tu fasses attention de pas te répéter. T'essayes de faire ça. En même temps, c'est pas les mêmes publics. Fait qu'il y a puis c'est souvent les mêmes questions. Tout le monde n'a pas eu le temps nécessairement de lire ton livre. Il y a des questions plus profondes, il y a des questions plus générales. Fait que là, après, puis ils n'ont pas de temps aussi, comme dans les podcasts. Fait que là, j'ai fait de la tournée, puis tout. Puis là, après cette demande-là, je pense que j'ai eu 10-12 demandes d'entrevue pour commenter la mort de Julien Poulain. Puis là, je suis comme, tu sais... J'ai pas le goût de commenter. Hein. Surtout pas le jour même de dire... Je pense à des souvenirs. J'ai pas le goût... J'ai pas le goût de répondre à une question là-dessus. Mais, on m'a demandé si ça m'intéressait de le faire à Urbania, quelque chose sur Poulain. Puis j'ai dit, je vais y penser. J'ai pensé une journée. Puis j'ai dit, OK, je vais... le temps que j'organise un peu mes idées. C'est ça. Que tu dises de quoi que tu penses, puis que ça soit organisé aussi, pas sur le moment. Puis ça va vite, les trucs sur Internet, dans le sens que c'est comme si ton deuil, tout doit se passer la même journée, le lendemain, c'est un autre sujet. Je marche pas de même. Moi. Mais pour vrai, désolé de te couper pour te dire ça, mais... je pense que c'est vraiment la meilleure manière de le faire, parce que j'ai lu ça, puis moi étant un fan de ton père, de son œuvre, puis de Julien,
sais, man, moi, il y a des affaires que j'avais jamais appris, esti, tu sais, que tu dis, puis que j'ai trouvé ça tellement intéressant, tu sais, puis en même temps, des fois, ça doit être lourd pour toi d'avoir apporté ça, mais on en apprend, esti, encore sur ces deux hosties-là, tu sais, fait que... Ben, c'est parce que, tu sais, peut-être que là, on va être un mois plus tard, le monde, ils l'auront lu ou ils l'auront pas lu. Je peux te dire des grandes lignes de certaines affaires. Mais moi, j'encourage le monde à aller le lire. Il y a quand même bien des Patreons qui vont le voir demain. Là, fait que... OK. Ben, écoute, c'est parce que, tu sais, Julien Poulain, l'être humain, moi, c'est quelqu'un qui est pas comme Elvis Gratton, là, mais pas du tout. À part dans une catégorie, c'est qui est drôle, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui est sensible, qui est doux, qui est tourmenté aussi. Puis c'est quelqu'un d'humain. Puis j'avais le goût de partager des anecdotes, de souvenirs que j'avais. Tu sais, moi, j'ai joué sur Elvis Gratton 2. Ouais, le Miracle à Memphis. J'ai joué, j'étais un figurant, là, mais j'ai joué genre un musicien. Fait que j'ai un costume d'Elvis, j'ai des cheveux blancs, j'ai une trompette. Puis on me voit 2 secondes dans le film. Puis j'ai une autre scène. Puis t'as encore ton jacket, tu dis. Ah ben ça, c'est parce que oui, c'est le jacket de tournée. En fait, il y a une scène qui se passe à l'aéroport, puis on revient de tourner. Puis là, j'ai ma perruque blanche attachée avec une tresse, avec une casquette de côté, puis des lunettes de soleil. Puis j'ai un chariot avec des objets... c'est un peu absurde, là. Puis... Mais tu sais, là, cette scène-là, faut le savoir que je suis là parce que je suis comme... Je passe en arrière avec un chariot. Moi, je le sais, personne d'autre le... Ouais, c'est ça, hein. Mais on avait un coupe-vent écrit Elvis Gratton World Tour, puis j'ai encore le coupe-vent, puis je le mets encore. Puis quand les gens disparaissent comme ça devient encore plus important, on dirait d'avoir genre de symbole comme ça chez vous. C'est un vieux t-shirt d'Elvis Gratton aussi, les manches coupées, mais tu sais, je sais pas, je le jetterai pas, là. Ben non, ouais, Puis, tu sais, Julien, moi, ben, c'était un moment historique aussi, là. C'est sûr que le 2 a pas, dans le cœur du monde, tu sais, une suite d'un film, c'est jamais comme le premier, là, tu sais, le Parrain 2 sera pas le Parrain 1. Des fois, c'est plus raté que d'autres. Le Parrain 2 est quand même assez bon, mais bref. Mais ça a pris 15 ans avant qu'il y ait une suite. Fait que là, c'était quelque chose quand même historique. Le monde le sentait. Julien reprend son rôle de Gratton. Puis c'était le fun là, de vivre ça puis d'être là-dedans. Puis quand le film, d'habitude, à cette époque-là, il sortait jamais de film québécois l'été. Mm-hmm. Parce que c'était juste pour les blockbusters américains. C'était interdit, mais c'est comme les distributeurs voulaient pas se risquer à faire ça parce que ton film allait se faire écraser par Will Smith, par des Star grosses machines. Wars, c'est ça, la machine américaine. Mon père, puis Julien, puis ils ont dit non, nous autres, on va le sortir cet été. Là. Écoute, il y a une demande. Ben oui, puis il dit on va le faire le 1er juillet. On va enlever du monde à Sti qui n'iront pas fêter. Le Sti fête du Guinée-2. Fait que là, il y a ça. Puis tu t'expliquais aussi, excuse de te couper, mais que l'histoire d'Elvis Gratton, tu sais, au début, c'était supposé être un drame. Cette histoire-là, tu sais, c'était supposé être un drame. Puis il y a quelqu'un qui croyait vraiment à ce film-là, à ce personnage-là d'Elvis Gratton. Ben, un drame, c'est qu'en fait, il l'imaginait comme un monsieur, madame, tout le monde, qui est personne, tu sais, qui travaille dans un cubicule, genre, de sécurité d'une université, puis il va passer les étudiants en Mercedes, puis lui, il est rien, tu sais, personne ne le regarde. Mais le soir, il va dans une brasserie, puis il personnifie Elvis, puis c'est sa manière d'exister, puis c'est comme sa manière de... C'est une espèce de complexe d'acculturation, là, de devenir quelqu'un par une figure de musicien américain. Puis là, il y a eu le référendum de 80, puis... Ils ont décidé de faire comme pourquoi qu'on se paye pas la traite puis on fait pas un personnage, tu sais, comme un petit bourgeois fédéraliste, puis en plus on rajoute le côté de Poulain qui est drôle, tu sais, puis qui est comme malhabile, puis avec les... Ah oui, c'est ça, tu disais c'est vrai qu'il était malhabile dans le sketch des skis. Ouais, ben là c'est ça là qui me vient en tête, mais il y en a plein, puis tu sais c'est très crédible de ce que je comprends. Ou les scotch tape de papier là, tu sais, qui collent toutes ces mêmes. Mais c'est qu'aussi Julien Poulain puis mon père, tu sais, le monde ils se souviennent pas nécessairement, ou en tout cas c'est moins connu qu'Elvis Gratton, mais Julien Poulain a co-réalisé
réalisé plein de documentaires avec mon père, tu sais. Ouais. Ils sont allés en Algérie faire un Ben truc oui. sur après l'indépendance. Je savais tellement pas ça, Ils man. ont fait Pea Soup avec le PFK Kid. Speak White. Speak White. Ils ont fait plein de films de même. Puis, à un moment donné, ils se sont aperçus que, ben, tu sais, c'est beau, on travaille sur quelque chose, il sort, puis, mais le documentaire était comme vu par un cercle de gens plus restreint, des intellectuels, des cinéphiles. Puis les autres, ils voulaient, tu sais, que le monde de leurs voisins, ils voient ces films-là. Fait qu'ils ont fait un switch à la fiction, puis Graton, c'est devenu un culte après, mais pas au moment de sa sortie, là, mais plus tard, c'est devenu, tu sais, souvent, les nouveaux arrivants, ils disent tout le temps que le premier film québécois qu'on leur montre, c'est toujours Elvis Graton. Je pense, maman m'a dit que il était allé présenter, parce qu'il avait gagné un prix en France à Lille. Puis le monde pensait que c'était un documentaire, hein, le premier court-métrage. Ah ouais? Et pourtant, c'est tellement fait gros pis large. Ben le 1 en même temps, c'est un portrait de l'époque. Ouais, je veux dire, c'est juste un banlieusard qui a une vanne avec du tapis. Puis, il existe, ce gars-là. Il existait aussi dans ce temps-là. Oui, je l'ai déjà vu une couple de fois. Puis c'est ça. Moi puis Poulain, on s'est pas parlé souvent dans les dernières années. Je l'ai rencontré à Québec, il avait fait une soirée hommage, puis il avait mis Graton, puis il avait mis notre court-métrage sur Justin Trudeau juste en avant. Just Watch Me. Ouais. Juste avant, puis fait que je tombe là, je vois Poulain, on s'est jasé, puis c'est sûr, mon père était mort, fait que Julien était comme bien ému de me voir, puis après ça, je l'ai appelé l'année passée, je voulais faire une autre entrevue avec le PFK Kid. Puis j'aurais aimé ça, tu sais, que la finale, ça soit Paul Ross qui retrouve Julien Poulain, tu sais, qu'ils se sont pas vus depuis tant d'années. Puis c'est lui qui menait l'entrevue, Julien qui pose des questions au PFK Kid, tu sais. Puis là, Julien était retiré de la vie publique, il était malade, puis j'ai pas insisté, à savoir qu'est-ce qu'il y avait, puis tout, tu sais, on s'est jasé amicalement, puis je sentais qu'il était diminué, puis c'est ça, là, genre, je suis pas sûr si on m'avait pas demandé veux-tu faire quelque chose, je l'aurais fait, tu sais. Peut-être ça m'aurait juste appartenu à moi. Puis d'un autre côté, des fois, je suis comment, tu sais. Peut-être j'ai des anecdotes qui vont faire en sorte qu'il va rester quelque chose. Je sais pas. J'ai voulu. Poulain, tu sais, quand le monde, tu peux regarder des entrevues de lui, là, s'ils l'ont déjà rencontré, c'est quelqu'un de tellement gentil, là, c'est quelqu'un de tellement. C'est une bonne personne, là. C'est un bon être humain. Là. Mais tu sais, pour nous autres, le commun des mortels, on n'a pas accès à ce monde-là, puis on s'en fait une idée à travers qu'est-ce qu'on voit, puis à travers nos préjugés qu'on a, nos expériences. Fait que, tu sais... Mais tout le monde qui a rencontré Poulain va s'en souvenir. Ah, j'ai rencontré à tel moment, puis il était super... il avait de l'air de même, il avait l'air il fin. était bien fin, là, puis... Ah, si j'aurais trippé le recevoir, man, sur le podcast. Mais tu sais, moi, j'avais essayé, puis c'est sûr que, tu sais, oh non, ça sera pas possible. Puis je m'attendais à cette réponse-là. Ah ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, ben, on a essayé. Mais il y a des entrevues de lui que le monde peut trouver. Là, Radio-Canada en a mis sur Internet. Il y a une grosse moustache, puis il est comique, puis ben, c'est ça. Puis j'ai mis dans mon texte, en fait, un extrait que j'ai découvert assez récemment. C'est Julien Poulain, Surprise. Ouais. J'ai mis quelques extraits ici et là, tu sais, de scènes que je raconte en arrière, comment ça s'est passé, ou des scènes, j'ai mis le film qu'ils ont fait en Algérie, puis j'ai fini avec ça pour dire, tu sais, sur une note comique, là, Julien Poulain, il s'est fait prendre à surprise. Il joue dans le party, puis là, ils font venir un comédien français qui va faire supposément le doublage en français international. Puis là, il fait son texte. Puis Julien, là, tu sais, là, il dit, écoute, le français, il dit, j'ai écrit un texte moi-même, tu sais, qui colle peut-être plus au personnage de prisonnier. Je vais l'essayer, puis tu me diras ce que t'en penses. Puis là, il part son affaire, puis c'est pas pantoute. Ben non, ben c'est des expressions, tu sais, il traduit, mettons, l'autre, il appelle le gardien de morceau de cochon, mais là, l'autre, le français, il écrit pièce de sanglier. Puis là, tu sais, c'est tout un après l'autre, parce que Poulain, il varge sur le gardien avec ses mots. Puis là, il enlève toute l'essence du texte. Il invente des affaires, Jésus de cabot, toutes sortes d'affaires, mais mis bout à bout. Puis là, Julien, tu sais, il est là, dans ce temps-là, t'as le droit de fumer en dedans, là, il fume, là, puis c'est pas où se mettre, là, il sait pas comment dire au gars que c'est pourri, là, son truc. Puis à la fin, il dit, là, est-ce que
il nous niaise-tu? Parce que fait que moi, j'ai découvert ça des années plus tard, là, puis j'ai trouvé ça tellement drôle, de connaître Poulain, puis de voir être... Tu sais, le gag a pogné, là, ils l'ont bien eu. Mais pour vrai, c'est ça, j'invite tout le monde à aller le lire parce que non, t'as des très bonnes histoires, puis c'est très bien écrit, des beaux mots, des bels hommages, man, puis ouais, bref, good job, Merci. Man. T'as aussi sorti, v'là 1 an ou 2 ans, peut-être 1 an et demi, en tout cas, tu me diras, pour fêter les 30 ans de le temps des bouffons. T'as sorti ça avec ta mère, vous avez regardé ça, vous avez sorti les archives. Ben, ça, c'est pas... C'est un de mes chums qui me dit hey, ça va faire 30 ans le temps des bouffons. Puis moi, j'aime bien le temps des bouffons. Je pense que c'est peut-être mon film préféré que mon père a fait. Fait que... J'ai dit, c'est vrai, ce serait cool de faire de quoi pour les... Des fois, c'est que si tu veux parler d'histoire dans les médias, il faut que tu aies un anniversaire. Là. Si tu as un anniversaire, là, tu peux... Des fois, il y a un côté négatif un peu à ça, c'est que n'importe quoi est une... le 25e anniversaire de l'album de Britney Spears. Qu'est-ce qu'on s'en crisse dessus, tu sais. Mais bon, le temps des bouffons, moi, ça me donnait juste l'occasion de faire quelque chose avec ma mère, puis de parler d'anecdotes, comme ce que j'ai écrit sur Graton, que le monde ne savent pas nécessairement comment ils ont réussi à négocier pour rentrer au Beaver Club, comment que ça s'est fait, puis que les plus jeunes ici, tu sais, du monde chez Urbania... il n'y a pas tant de monde qui savait que ça existait, le temps des bouffons, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est des gens... Fait que ça y redonne une autre vie. Ben, le faire découvrir aussi, puis je veux dire, je pense qu'il y a des époques où le monde qui étudiait au cégep, tu sais, moi, quand j'étais au cégep, le temps des bouffons, c'était quand même assez connu, là. C'est comme un brûlot politique, puis tout. Mais aujourd'hui, tu sais... Mais faut que t'ailles été au cégep, tu sais, comme moi, j'ai même pas de secondaire 5, là, tu sais. Mais toi, tu connaissais le temps des bouffons, pareil. Ouais, mais vraiment sur le tard, tu sais, c'est comme beaucoup après, tu sais, que quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, ben, tu sais, j'ai tout le temps aimé la politique, mais à vraiment être plus impliqué, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est le fun, des fois, quand ça sort de l'élite style, tu sais, qui en parle, puis que c'est juste disponible, accessible pour tout le monde. L'autre affaire aussi, c'est que il n'y avait pas d'Internet quand le film a été diffusé, puis il a été diffusé d'une manière artisanale qui était pas vraiment... qui était comme une innovation. C'est dans ça, le sens que... L'histoire derrière ça, c'est intéressant. Quand que tu sors un film, tu sortais... Mettons un court-métrage, d'habitude, un court-métrage, ça allait juste dans les festivals, puis c'est tout. Un long-métrage, ça sortait en salle, puis après ça, il y avait un VHS, puis bon. Puis t'avais la TV, puis c'était toutes des avenues qui étaient pas disponibles pour ça. Fait que mon père s'est dit, comment est-ce que je pourrais faire pour faire diffuser ça d'une façon à ce que le monde le voit, puis sans passer par les canaux officiels. Mais là, il dit, à cette heure, tout le monde a un VHS à la maison. Fait que si j'étais capable de faire imprimer 100 cassettes, puis que le monde se passe ça, tu sais, puis il le copie, puis il le donne à quelqu'un d'autre, ben ça marcherait peut-être. Puis ça a marché au bout, là. À un moment donné, ça a levé. Franco Nouveau en a parlé à l'époque dans le Journal de Montréal, puis le monde là a commencé à acheter des cassettes, puis là des syndicats, ils en copiaient à du monde, puis là c'est parti, puis le film est pas signé, tout le monde reconnaissait bien la voix de mon père, mais... Ah ouais, hey, puis qui se donne à cœur joie là-dedans, là. Puis c'est surtout que... Et tu sais... Les commentaires. Ouais, mais c'est qu'il y avait... En fait, ce qui est cool avec ce film-là, c'est que c'est un film qui est fait vraiment en toute liberté, tu sais. Ah ouais? La liberté, on le voit, on le sent, là. C'est pas... Il y a... Des fois, il avait essayé de le proposer, je pense, à l'ONF. En fait, l'ONF avait donné son accord pour le tournage, puis il est allé le tourner. Puis là, quand mon père il a dit ce qu'il voulait faire... Là, ils ont dit, ouais, mais tu sais, pourquoi tu n'essaierais pas de faire un commentaire neutre plutôt? Les images, ils parlent d'eux-mêmes. Non. Pourquoi une œuvre d'art neutre? On en fait assez des affaires neutres, plates. On peut-tu, genre, être enragé? Fait qu'ils ont dit, garde, voici, tu sais, repars avec tes bobines, puis on te le donne, arrange-toi avec ça. Puis là, il connaît des monteurs à l'ONF, fait que c'est comme symboliquement, il rentre par la ruelle avec ses bobines, puis ils ont monté le film là. Puis là, entre-temps, il est arrivé d'autres films, fait qu'il l'a comme rangé dans des cartons, puis 10 ans plus tard, il se remet à...
elle sortait, puis là, paf, ça a frappé. Ben c'est ça, il était même pas encore monté, il était même pas, tu sais, tout fini, prêt à sortir. Ça a pris 10 ans avant qu'il sort la première cassette. C'est ça, puis ça a fait comme vraiment, là, comme une traînée de poudre, là, ça partit. Avant Internet. Oui, avant. Le monde se partageait des vidéocassettes, là. Puis je pense que c'est ça que tu veux mettre aussi en évidence dans le vidéo avec ta mère, tout ça, c'est... Tu sais, il faut comprendre pour nous autres, tu sais, ceux qu'on est nés quasiment dans Internet. C'est ça, c'est une affaire virale, mais là, c'est une affaire virale matérielle, là, tu sais. Que le monde, faut qu'il se passe la cassette ou la copie, puis qu'il se la passe, puis tout le monde cherchait à l'avoir. Tu sais, ça a l'air que même quand tu t'es fait interroger par Sophie Durocher, elle en parle, elle, de ça, que quand elle était plus jeune, elle fallait qu'elle voie cette cassette-là, puis là, c'est aussi essayait de l'avoir. C'est spécial, parce que d'habitude, les journalistes sont contactés via un service de presse pour dire tel film sort, voulez-vous interviewer la star? Là, ça, c'est comme, il n'y a pas de dit à personne, là. Il n'y a pas prévenu aucun journaliste, ça s'est comme retrouvé un moment donné dans les mains de Franco Nuovo qui en a parlé, puis le monde commence à faire, je veux voir ça, cette affaire-là. Puis c'est comme une espèce de bouche à oreille après ça, de monde, tu l'as dessus, puis ouais. Ben, juste, on a fouillé dans raconter comment ma mère raconte qu'elle est allée convaincre le gars du Beaver Club. Puis pas mon père, il était pas connu à cette époque-là, mais tu sais, un barbu avec une chemise à carreaux qui va filmer au Beaver Club, tu sais, qui est un enfant hyper chic, là. Ouais. Ça a pas passé, mais ma mère, plus elle était jeune, belle, elle est allée, tu sais, faire un peu naïvement, là, faire comme, ouais, on est des étudiants de l'UQAM qui font un documentaire sur la fourrure, laissez-vous l'autorisation. Puis l'affaire, c'est que, ouais, mais... Est-ce qu'ils sont cool, là? L'affaire, c'est qu'il y avait plein de journalistes au Beaver Club, mais il restait 15 minutes, prenaient les photos officielles, sacraient leur camp. Eux autres, ils ont passé la soirée là. Fait que là, c'est ça qui... Comme s'ils faisaient un compte-rendu de toute la soirée où ils documentaient cette soirée-là, tu sais. Puis là, tu sais, du monde, Marc Lalonde, qui était un ministre de Trudeau, qui est lui qui avait eu qui avait sorti l'idée de la loi sur les mesures de guerre. Tu sais, là, on le voit danser comme un débile, puis... puis ton père, il se donne à cœur. Ben oui. Putain, ça revanche. Je le raconte, ça, je le raconte dans le truc, mais tu sais que... Moi, j'étais petit, j'avais 8 ans, là, ça va être ton bout de choc, là, que tu vas pouvoir mettre ça. Bon, parfait. Non, mais je déconne. Mais j'avais 8 ans à peu près quand c'est sorti, puis je me rappelle un matin, il me dit... avant d'embarquer dans son auto, il me dit « Va attendre au coin de la rue, tu sais. » Puis il regarde en dessous de son char, puis là... C'est Chris, t'as 8 ans, t'as pas tout compris ce que c'est, le temps des bouffons, mais j'ai vu des films où y a-tu un... Puis on se disait, ben, avec le recul, c'est ça, j'en parle avec ma mère, on se disait-tu, il y avait pas eu des menaces ni rien, mais mon père, il savait c'était quoi s'impliquer politiquement comme un militant, puis que c'est des affaires qui existent, puis à la même époque, bon, on n'est pas en Argentine, mais tu sais, c'est des affaires qui existent pareil. À la même époque, il y a un cinéaste un peu dans le genre à mon père en Argentine, il s'est fait tirer dans les jambes. Fait que tu sais que ça peut exister. Fait que... Ben c'est ça, faut que tu... Puis surtout avec toi, tu veux pas prendre de chance là, avec son enfant. Ben c'est ça. Fait que moi, je dis OK, bon, le temps des bouffons, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. C'est drôle parce que Chris, ta mère est enceinte de toi pendant qu'il l'enregistre. Ouais, fait que quand il sort 9 ans plus tard, et puis, ben c'est ça, là t'as 8 ans. Puis en plus, je veux dire, quand on a fait ce projet-là, moi puis ma mère, on fouille dans les archives, puis là, on dit des affaires, on est de trouver des trucs, tu sais, que le texte du Temps des bouffons, là, moi, je l'ai vu, le Temps des bouffons, là, j'ai vu 100 fois, là, tu sais, je connais le texte. Puis là, on est tombé sur une VHS des premiers tests de narration de mon père qui enregistre ça dans les studios, dans le studio de l'ONF, puis là, on l'entend parler avec la fille dans le studio, puis là, il essaye des bouts. Puis tu sais, c'est comme, t'as des bases de ce qui va être la narration, mais qui est comme pas encore complètement, je dirais pas assumé, mais qui est pas comme... Trouvé, encore. Le ton est pas exactement sur le même point, mais tu sais, il a travaillé là, pour arriver à ça, à cette... Fait que c'est pas juste lui qui s'est assis qui a fait regardez gang de crottés. Non, puis tout, tu sais, c'est quand tu veux réfléchir à ce que c'est qu'une narration, puis il y a un montage, là, je veux dire, ça colle assez bien, là, tu sais, il a pris son temps, puis là... Il crée à main aussi. Ouais, sur ça. Fait que c'est un... Voilà, c'était un gros... Grosse pièce. Ouais, c'était une grosse pièce.
Puis, encore une fois, j'encourage le monde à aller checker ça sur Urbania. T'as mis ça sur Urbania. Ouais, j'en ai fait une couple. Ça fait quasiment 2 ans que je fais des affaires avec eux. Ouais. Moi, je pensais que t'avais switché avec eux autres. T'étais rendu, tu travaillais avec eux autres. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, en fait, je fais la même genre d'affaires que je faisais pour Tabloïd 24 heures. Je fais ça avec Urbania à un rythme assez semblable. Quand j'ai une idée, je le pitch. Puis on avait fait le petit mécano. Je sais pas si t'as vu ça. T'as pas vu ça? Non, c'est quoi? C'est un petit mécano à Macamic en Abitibi. OK. Petit gars de 11-12 ans qui répare des 4 roues. T'as pas vu ça? Non. Non, mais parle-moi ça. Ben, c'est mon chum Louis Delisle avec qui on a fait le trappeur. Là. OK. On en a fait une coupe ensemble. Ouais, oui, Louis, je sais c'est qui. Bon, fait que salutations Louis Delisle. Oui, je connais le gars. Puis là, il me pitch ça un moment donné. Il me dit, on avait travaillé sur le PFK Kid ensemble aussi. Là, il me dit, hey, écoute, j'ai trouvé un gars, c'est comme un genre de PFK Kid un peu... sur TikTok. Puis moi, je suis pas là-dessus. Puis je monte ça, puis on voit jamais sa face sur ses vidéos, petit gars. Mais il parle comme un bonhomme, puis il a genre 11-12 ans. Puis il dit, ouais, j'ai trouvé cette vieille chainsaw-là, puis j'ai mis un... il parle par le crankshaft, puis il parle de vocabulaire de mécanique, mais comme un bonhomme, genre, assumé. Puis mais on voit jamais sa tête. Puis il dit, je me suis fait... Qu'est-ce qu'il dit? Il a mis je le ris tout seul, là. Il va falloir que tu le regardes. Mais en tout cas, il fait des vidéos de ses prouesses en mécanique, puis il est bon, puis il a son ton, puis tout. Puis là, Louis, il dit, OK, j'ai dit, moi, c'est sûr que ça m'intéresse, ce genre de sujet-là. Je capote pas sa mécanique, mais ce genre de personnage-là, c'est mon genre. Puis vous êtes allé le voir? Ouais, on était en Abitibi, puis... Louis, il a communiqué avec. Après ça, il a parlé avec ses parents pour qu'il soit sûr que c'est pas un prédateur, tu sais, puis juste... oui, parce qu'il est jeune. Puis en fait, c'est pour ça qu'il montrait pas sa face sur TikTok, parce qu'il se faisait bannir son compte parce qu'il avait moins de tel âge, tu sais. Fait que là, OK, bon, on a dit, on va te mettre une cagoule pour la vidéo, tu sais. Fait qu'on fait une entrevue avec sa cagoule, puis à la fin, il révèle son visage. Puis il explique lui-même, il dit, pourquoi que tu montrais pas ta face? Il dit, parce que je voulais être anonyme, puis... il dit à un moment donné me dévoiler, puis il dit c'est aujourd'hui le grand jour. Fait que, mais c'est drôle, puis il y en a des affaires. Il est allumé, le petit gars, là, puis moi, c'est mon genre de personnage que j'aime. Ben oui, c'est ça. Qu'on trouve pas nulle part. Ben, pas qu'on trouve pas, qu'on trouve partout, mais qu'on voit jamais. Qui sort de l'ordinaire, puis qui ont un parcours, ils ont de quoi, ils ont une couleur. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a fait ça, puis... Je sais qu'il y a comme une ninja, là, aussi, t'as rencontré, là. Ouais, ça, c'est ma blonde qui m'a montré ça. C'est pas tant mon genre de sujet habituellement, mais là, je regarde ces affaires, puis je crée, ça sort aussi de l'ordinaire. Je vais aller faire quelque chose avec. Elle fait des vidéos de kung-fu. Puis elle se fait... mettons, elle fait un saut dans les airs, elle fait un kick 360, mais en retombant, elle est déguisée comme un personnage de Mortal Kombat. Puis c'est une québécoise, mais ça a pogné, mon gars, ces affaires, là. C'est des... Puis sur TikTok, là, c'est... Puis, tu sais, c'est une vraie fille d'arts martiaux puis de danse, fait qu'elle a un vrai... C'est un vrai background. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, elle m'a montré d'autres de ses inspirations de filles qui font des trucs que j'avais pas idée que ça... Pas que ça existait, là, mais de... Ça pognait autant. Une communauté de gens qui font des affaires de kung-fu sur Internet, puis ouais. Ah, cool, man. Là, il y a de quoi que je veux te parler aussi, si ça te tente d'aller là. Il y a... notre bon ami Monsieur Trudeau qui a démissionné en début de semaine. Ah, ben c'est le fun, ça. J'aimerais ça savoir. Tu le savais que je dirais oui, là. Je me demande qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de sa démission, de son règne? As-tu des commentaires à faire? Tu veux-tu te donner à cœur joie? Ou... Ben, tant mieux en même temps. Dans un sens, ça change pas grand-chose que ça soit lui ou un autre ou Poiliev. Au final, on est pris dans cette fédération-là à la con. Là. Ouais, c'est ça. Mais le personnage, quand même, il est désagréable, tu sais, puis c'est un... Il est mauvais comédien, mauvais... J'ai même pas regardé son allocution. En fait, là, c'est sûr, moi, j'ai été comme happé par l'affaire de Poulain, fait que j'ai pas vraiment, mais... tu sais, c'est drôle, je vais faire un détour pour y arriver.
il y a une vidéo de Mélanie Joly dans un genre de table ronde sur l'Ukraine, tu sais. Puis là, il y a des commentateurs canadiens anglais, ils commencent, on dirait, à comprendre qu'est-ce que c'est que la politique d'image du gouvernement Trudeau, que finalement, il n'y a rien du tout. C'est des gens qui sont incompétents, qu'on met dans le front, puis là, on leur donne des lignes, mais s'ils sont pas leurs lignes, ils savent pas. Je pense que Mélanie Joly, c'est vraiment quelque chose, sa géopolitique, tu sais, au fond d'elle. Fait que là, il y a une table ronde avec des gens, puis elle parle de l'Ukraine, puis... C'est une coquille vide. Ah, vide, man. Puis ça dure, là, 8 minutes où elle s'enfonce. Puis là, on dirait que le commentateur, il vient de comprendre, c'est quoi, le Trudeau, il connaît rien non plus, tu sais, c'est toujours... Il va t'emmener dans des genres de formulations ambiguës qui veulent rien dire. Ah, on va continuer de faire tel truc. On va continuer d'aller par l'avant. Fait que... On continue d'avancer par en avant. Mais tu sais, c'est un alternance, que ça soit libéral, conservateur, c'est une alternance qui signifie pas grand-chose, en fait, qui est un cercle vicieux, une roue sans fin de... On a eu un qui était... sensiblement, on va dire, plus progressiste dans son paraître puis ce qu'il incarne par rapport à Poilievre qui est plus conservateur. Mais au final, c'est les mêmes intérêts économiques qui gèrent la patente puis ils vont très bien s'accommoder d'un Poilievre ou d'un Trudeau ou d'un Chrystia Freeland ou de n'importe qui. Il n'y a pas une énorme différence. Moi, je t'avoue, j'aurais pris du plaisir à le voir perdre des élections, là, genre juste comme symboliquement pendant une minute, faire comment, tiens. Ben, quand Jean Charest a perdu, est-ce que j'étais content, mon gars? Ouais. Juste de voir Charest, l'enfoiré. Ben, tu sais, moi, je sais que... Mais en même temps, je sais pas, je pense que ça nourrit plus, c'est ça, là, de moi qui est content de ça, là, mais... Tu sais, j'étais quand même content de le voir qui s'est fait mettre... Tu sais, tout le monde l'haït. Il y a personne qui l'aime, tu sais, il se fait mettre en dehors dans son propre caucus. Tu sais, personne ne le veut. Le sondage, tu sais, tout est contre lui. Fait que, tu sais, il y a de quoi je suis content de ça qui est montré. Tu sais, qui est comme, tu sais, ça doit être dur pour l'ego, là, j'imagine, là, tabarnak. Tu sais, tes propres alliés ouais, mais ça, c'est la politique aussi, hein. Hey man, après avoir foutu la merde au Canada, il a foutu la merde dans son propre parti. Ça va être épouvantable pour eux autres de gagner quelque chose, même si mais comme je te dis, c'est un cercle. Là. Après les commandites, là, les gens pensaient que tu sais, ça va jamais revenir. Là, mais il y a eu un cercle de 8 ans, 10 ans, je sais pas, de Stephen Harper. Puis on nous a ramené les libéraux comme la solution. Ah, ouais. Mais tu sais, nous autres, fondamentalement, les Québécois, on sait bien là, qu'on n'a pas d'affaires là-dedans. Là. Ça... Puis ben bon, quand on a fait Just Watch Me, on était dans les débuts de Trudeau, puis là on avait fait nous autres c'était de rire du personnage, espèce de pantin qu'on met en avant, puis qui fait juste, tu sais, mais ça a marché quand même leur affaire de, tu sais, avec ses bas colorés, qui va danser, qui va faire des, c'était un peu le même genre, si on veut, plus moderne à la Jean Chrétien. Tu sais, Jean Chrétien, il faisait un peu n'importe quoi. Et on lui disait, va faire du skateboard avec les itinérants. Il le faisait, il tombait. Tu sais, c'était comme son côté genre populaire, populiste. Ah, OK, on fait telle affaire. Puis là, Trudeau, ben, c'est une sorte de truc. C'est le genre de gars, il va prendre une bouchée de ta poutine en passant. Puis là, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Puis, il a quand même été là un bout, là. Chris, 9 ans et demi, tabarnak. Il en a fait du dommage, là. Mais là, après, on nous ramène un autre qui va être le genre plus le bon père de famille qui va remettre l'économie, ses rails, puis blablabla. Alors qu'au final, tu sais, ça va. Mais c'est ça, tu sais, moi, je suis super souverainiste, tu sais, puis, tu sais, il y en a qui interprètent mon contentement de Justin Trudeau qui s'en va. Mais, tu sais, je suis pas plus content que Poilievre y arrive. Ben non, c'est ça. OK, oui, il va faire du ménage, là, tu sais, de quoi qu'on va en bénéficier un petit peu, mais alors, regarde dans qu'est-ce qu'il offre dans son pamphlet, là, de ses programmes, là, qu'il veut faire, là. Il n'y a rien pour le Québec là-dedans. Il n'y a jamais rien pour le Québec dans le... fait que... non, moi, je veux quand même qu'on décolle. Mais bon, Poilievre, la seule affaire où j'ai bien aimé, c'est quand il mange une pomme? Non, c'est quand il a explosé Jean Charest dans un débat conservateur. Juste de voir Jean Charest se faire couper les jambes de même devant tout le monde, là, c'était un beau moment, mon gars.
Si Charest, il a fait du dommage, là, ici, au Québec. Ben oui. Puis de le revoir essayer de revenir sournoisement, là. Ah oui, j'ai toujours... Puis là, tu sais, c'est comme... Que ce soit Poilievre ou Maxime Bernier ou Charest ou un autre, on s'en fout. En gros, ce que je te dis, c'est la même... Ouais. Mais là, tu sais, t'as un débat où Charest espère redevenir, genre, dans les bonnes grâces, puis Chris qui est détesté au Québec, là. Retomber dans les bonnes grâces de l'électorat. Puis là, il y a un gars qui arrive, puis paf, il pète avec l'affaire de Huawei. Il y a un extrait sur Twitter, là, c'est... Écoute, ils viennent de tuer sa carrière de... Tu sais, si t'aimes si t'aimes le débat, genre, ou si tu comprends, genre, comment ça se joue, t'es comme, OK, ils viennent de le mettre hors jeu, puis là, t'as une belle photo quand Charest perd la chefferie conservatrice, la face de Charest avec la lumière bleue conservatrice qui est comme, ah, c'est beau, ça. On va en mettre, justement. Ouais, OK, bah, t'as trouvé. Mais, c'est ça. Devrais-tu ça faire de la politique, toi? Pense pas. Moi, j'en fais de ma façon, je pense. Ouais. À travers des trucs, j'essaye de faire des affaires. C'est pas toujours des affaires nécessairement militantes, mais j'en ai toujours fait. C'est comme ma façon de m'impliquer. Dans le carcan là, de la rectitude politique, je suis pas sûr que je serais capable ou bon. Je n'aurais pas vraiment envie. Genre d'avoir à faire des compromis sur certaines affaires pour monter ou pour pour le bien du parti, on va dire. Ou... Dans ce genre-là, tu veux dire? Ouais, mais l'époque aussi, médiatiquement, tu sais, le politicien, dans le fond, quand on lui pose des questions, le politicien s'en tient à son cadre, ses affaires, faut pas que rien sorte vraiment de l'ordinaire, puis faut rien que rien dépasse parce que ça va être repris par les journalistes qui vont faire telle affaire. Puis là, fait que cette liberté-là, tu parles. Mais en même temps, on est à une époque où des gens comme en Argentine, mettons, ils vont au contraire y aller de trucs chocs qui vont faire le buzz sur les réseaux sociaux, puis ils vont se faire... Fait que moi, ça m'intéresse pas vraiment de jouer cette game-là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux... je sais pas si je dirais outillées, là, mais tu sais, je regarde... ça m'attire pas full. Ah ouais? Ouais. Mais je peux être utile autrement dans ça, là. Moi, j'ai deux affaires que moi, ça me tenterait de faire. Tu sais, soit d'y aller, genre, mais comme un peu, pas comme un clown. Tu sais, il y a le... comment ça s'appelle? Le parti Rhinocéros, là, au fédéral, là, tu sais, qu'ils disent des affaires, genre, qui n'ont aucun sens, genre, qui veut abolir la gravité, puis... des affaires, tu sais, fait que moi, des fois, j'aimerais ça me présenter avec eux autres, ou une forme de ça, mais dans des comtés que c'est super libéral, tu sais, autant fédéral que provincial, puis genre, j'essaierais d'aller détruire mon adversaire. Ça me ferait rire. Ben, tu sais... En joke, mais après ça, tu sais, si tu veux te lancer pour de vrai, là t'es un peu foutu parce que t'es foutu à mort au début. Ben, là, écoute, la politique veut pas vraiment des électrons libres, là, tu sais. Dans le sens... Mais c'est ça qu'on verrait, tu sais. Moi, c'est pas... La machine fonctionne pas de même, tu sais. C'est super cynique, là, comment on voit ça, là, mais... Tu sais, comme mettons, le monde dit « Ah, Donald Trump, c'est un électron libre, tu sais, blablabla, parce qu'il est indépendant de fortune. » Il n'y a pas d'électrons libres. Les électrons libres, là, ils sont dans certains pays, il y a des coups d'État contre eux, où on essaie de les sortir de... on essaie de les assassiner là, dans la politique des pays occidentaux, là, que ça soit France, Angleterre, États-Unis, Canada. Tu sais, c'est une machine avec des partis qui sont mis de l'avant pour certaines raisons, puis il y a des lobbyistes, puis les gens sont au pouvoir, puis ils redonnent à des grandes entreprises qui ont foutu de l'argent dans leur parti. Puis ça roule comme ça, puis la machine est enclenchée. Piquée. Fait que là, les mêmes compagnies vont toucher des contrats, que ça soit conservateur, que ça soit libéral. Après ça, on est au Québec. Là, il y a un autre élément, c'est le Québec se sépare du Canada. Fait que là, t'as des partis indépendantistes qui, eux, leur projet, c'est de briser un pays du G7.
Fait que c'est quand même une grosse affaire, là. Ça, c'est sûr que ça sort un peu du carcan, genre de ce que je dis conservateur-libéral. Il veut créer quelque chose qui est en soi une révolution, là. Fait que à ce niveau-là, t'as Québec solidaire, Parti québécois qui sont là-dedans. Mais ils sont quand même obligés de jouer le jeu de l'encadrement, du décorum, toutes les patentes qui sont pas super intéressantes, t'sais. Mais quand j'écoute, mettons, Saint-Pierre Plamondon... tu l'as-tu reçu ici? Ben oui, 2 fois. Ça, je l'ai entendu. Écoute le deuxième, mon gars, tu vas capoter. Ben, en tout cas, je sais pas si j'ai écouté le premier ou le deuxième, mais j'ai capoté. J'étais comme, Chris, il est habile, là. Ouais. Puis moi, en tout cas, je l'ai trouvé très humain, là, tu sais. Moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Là. Ben, ça me donne confiance en l'avenir, en le regardant aller. Puis on va voir comment que le pouvoir que ça donne. Tu sais, on va le checker aller. C'est ça, parce que l'autre chose aussi, c'est que quand t'es... Dans le micro, sinon le monde... Ouais, non, excuse. Salut. Quand que il y a toujours eu des attentistes au PQ aussi qu'il faut pas trop faire de vagues, puis l'indépendance, faut pas trop en parler. Fait que c'est pas gagné non plus. Je veux dire, s'il faut que... Des Jacques Parizeau, là, il y en a pas à chaque semaine. Quelqu'un qui se tient puis qui avance. Des René Lévesque. On a eu des périodes au PQ où c'était moribond, là, puis c'était timide, là, pas mal. Quand on parlait de la souveraineté, là, non, faut surtout pas que ça sorte pendant le débat des chefs. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, j'aimerais ça en faire de la politique, mais je changerais absolument rien de qui je suis, puis... Tu sais, fait que c'est pour ça que je m'affilerais sûrement avec aucun parti, mais j'essaierais de détruire le parti adverse. Ben, bonne chance, écoute. Mais pas le détruire pour le détruire, genre coûte pour coûte, peu importe, là, tu sais. Mais vraiment, genre, qu'est-ce que je pense, là, tu sais. Puis tu sais, parce que moi, je sais pas, je trouve que la première affaire que le monde veut, c'est du monde honnête, tu sais. Puis quand t'es honnête, sympathique, authentique, puis Chris, tu montres que t'as une tête sur les épaules, j'ai l'impression que le monde donnerait sa chance à quelqu'un de même, mais ça serait le monde, il voudrait donner ta chance, mais t'as toute une machine qui voudrait te casser, là, tu sais, qui irait chercher un podcast que t'as fait il y a 4 ans, pognerait un bout, où tu dis tel joke, là, regardez, il est comme si ce gars-là, il pense telle affaire, puis là, monte ça en épingle, tu sais... Mais si tu le dénonces, ça, tu sais, je sais pas, tu sais, puis tu dis exactement qu'est-ce qu'ils vont faire avant qu'ils le fassent. Écoute, si tu fais le saut, moi, je serai dans l'ombre, je serai ton chef de campagne ou ton... Hey, c'est pas tombé dans une oreille! Ou je serai ton relationniste de presse, je sais pas. Puis tu changes à rien, tout, là. On est deux habillés pareil. Mais tu sais, regarde, il y a un moment donné, je pense que c'était à l'époque de Boisclair, il y avait Robin Philpot, qui est un intellectuel anglophone, indépendantiste, tu sais. Et il se présente pour le PQ, puis les médias, ils ont fait une sale job en prenant, genre, hors contexte, ses travaux sur le Rwanda, il dit pas qu'il n'y a pas eu de génocide, il dit que c'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire, comment ça s'est passé, puis il y a des intérêts économiques et géopolitiques qui étaient là-dedans. Et là, on a tapé sur lui en disant... le PQ a pris un candidat qui est un négationniste du génocide rwandais. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont saboté un anglophone indépendantiste. Tu sais qu'il n'y en a pas des tonnes, là, des anglophones indépendantistes qui se présentent. L'ont saboté. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte que la chefferie Boisclair et compagnie soit obligée de faire non, où il y a la chienne, puis non, on va se débarrasser de lui. Ouais, c'est ça. Si tu lis les livres de Robin Philpot sur le génocide rwandais, c'est extrêmement instructif, puis il n'est pas un négationniste du génocide, il dit juste qu'il y a des intérêts économiques de l'Occident qui étaient là, puis on a fait ça de telle façon, c'est pas exactement ce qu'on nous raconte. Je suis en train de lire son livre, lui, je pense. Le référendum volé. C'est que c'est bon aussi, ça. Ouais, on m'a donné ce livre-là. Très bon choix. Mais d'ailleurs, tu lis, la dernière fois que je t'ai venu, tu disais que tu lisais pas beaucoup. J'ai commencé ça du temps des fêtes. Ah ouais? C'est extrêmement très, 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 très récent. OK. Mais je veux faire ça parce que je veux m'instruire puis je veux apprendre des nouveaux mots. Fait que j'ai pas le choix de lire. C'est bien ça. Mais fait que donc tu lis ça puis le livre 200 ans d'histoire de la boxe au Québec. Puis, yes. Ouais. Je lis les images par exemple. Mais en fait ça c'est un livre tu peux l'ouvrir n'importe où puis lire le profil de boxeur, t'es pas obligé de le lire comment. Mais référendum volé c'est excellent. Ouais. Et tu vois ça aussi c'est que Robin Philpot en fait comme il est anglophone, les gens lui ont fait
confiance, ils se sont livrés. Des gens comme Sheila Copps, là, qui était l'ancienne ministre du patrimoine canadien de l'époque chrétien, ils se sont livrés. Là. Ils ont dit carte sur table, qu'est-ce que c'était? Parce qu'ils pensaient qu'ils parlaient à un allié. Tu sais. Mm-hmm. Fait que ils ont dit non, les subventions, ça marche comme ça. Puis les artistes, ils ont dit tout le mépris qu'ils avaient pour comment ils utilisent les artistes. Avant, les artistes étaient plus favorables à la souveraineté, mais à cette heure, on a changé les programmes. Fait que les autres, ils suivent l'argent. Puis il y a plein de... Ben, tu vas le découvrir, il y a plein de personnages comme ça qui se livrent. Puis on voit à quel point, tu sais, on a perdu par 0,8%. Toutes les magouilles, ils ont fait voter les étudiants ontariens, ils ont fait voter, tu sais. Puis là, j'étais au début, tu sais, fait que... Je suis en train de tout te vendre. Mais tu sais qu'ils nous ont volé, de toute façon. C'est ça la prémisse. Mais moi, qu'est-ce que je lis? Faut que je le relis une deuxième fois pour comprendre vraiment ce que ça veut dire. Fait que tu me donnes une belle préambule, je sais pas trop le mot, là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Et comment que... Tu vois aussi, parce qu'il explique que ma tante, je pense, c'était au Nouveau-Brunswick ou à l'île du Prince-Édouard, en tout cas, je m'en souviens plus trop, mais c'est tout le temps la même affaire qu'ils utilisent, tu sais, pour annexer un territoire à eux autres, tu sais. Ils s'y prennent de la même façon. Fait que là, quand tu regardes le référendum... c'est pas Terre-Neuve, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est direct ça. Puis, fait que c'est ça, tu sais, c'est... Ben, tu catches. Tu vas voir, c'est bien documenté, toutes les magouilles, tu sais, le love-in. On fait venir du monde, là, toutes les compagnies qui ont participé à ça. Donner la citoyenneté. Ça, il y a toutes sortes de magouilles comme ça. Là, ils ont vraiment fourré. Là. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu l'apprends 5-10 ans plus tard, t'as pas la même réaction que si, genre, le lendemain, tu sais qu'on s'est fait voler, il y a du monde qui aurait descendu dans les rues. Ouais, puis tu l'apprends par étapes aussi, tu sais, fait que ça a comme... Non. Ah, je comprends, man. Mais 2026, mon gars... C'est ton année? C'est là qu'on va l'avoir, les référendums, esti. Ah ouais, tu penses? Ben oui. Tu penses qu'il va... écoute, ça, je te dis, moi... C'est sûr qu'il rentre. Ben, c'est sûr, il peut tout le temps arriver des affaires, mais s'il rentre, c'est sûr et certain qu'il fait un référendum. Puis là, le monde va avoir à se positionner. Moi, je t'ai dit, je trouvais inspirant. Après, l'autre chose, je t'ai dit, on peut avoir des réserves aussi, parce que quand tu arrives au pouvoir, peut-être qu'on va y tirer la couverte, on va dire, là, fais pas trop de vagues, fais un premier mandat. Ça a toujours été ça. Je pense pas qu'il veut faire un premier mandat. T'sais. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut pas être naïf sur... tu sais, là, le PQ est à tant de pourcents, à tant de temps des élections. Les ennemis fédéralistes savent très bien qu'ils ont tant de temps pour organiser leurs trucs d'avance. Ouais. Non, faut pas garder des histoires à sortir en temps d'élection, en temps de référendum. Tu sais, j'ai donné cet exemple-là dans un podcast, le podcast Génération Oui. Ouais. Tu sais, c'est un fait divers un peu pas très important, mais c'est comme symbole que en temps d'élection, il y en a des affaires comme ça qui peuvent se faire. Tu sais, il y avait, je pense qu'on était, je sais pas si c'est l'élection de Marois ou l'élection de Couillard. Puis genre, 1 jour ou 2 jours, là, peut-être plus, avant l'élection, ils nous sortent une affaire. CTV nous sort un truc de graffiti indépendantiste xénophobe, tu sais. Mais là, le graffiti, tu sais, moindrement que t'es intelligent, tu te dis, voyons, on dirait que c'est écrit par un Anglais, on dirait que c'est comme un false flag. Ah oui, c'est comme ça a été traduit par Google. Genre, pis là, ils nous montrent ça en épingle, comme pour faire peur aux gens la veille du vote, pis un peu dire, ouais, mais là, tu sais, les immigrants qui voteraient pour le PQ, regardez à qui vous avez affaire, les indépendantistes, ils sont de même, pis tu sais, finalement... On n'a jamais rien su de plus de ça, mais qui dit que c'est pas... En fait, c'est tellement facile de faire un faux graffiti, puis après ça, d'envoyer ça à CTV, puis de dire... Les autres vont embarquer à fond, c'est leur public, puis... Tu sais, ils nous ont déjà fait le coup, quand il dit le coup de la Brinks, là, à faire des camions blindés qui fuyaient le Québec la veille de l'élection avec... les valeurs monétaires, ils fuient, ils s'en vont en Ontario, puis finalement, on a appris que les camions étaient vides, tu sais. Mm-hmm. Mais les journalistes ont relayé la patente, les camions qui s'en vont, puis là, ça frappe l'imaginaire, mais quand t'apprends la vérité, t'as déjà voté. Je sais pas ça va être quoi leur prochaine crosse, là, man. C'est ça, faut pas être naïf. Mais tu sais, je pense que notre job à nous autres, tu sais, c'est essayer de
de faire en sorte de réunir les deux camps, là, tu sais, là. Tous ceux qui sont indépendantistes, faut qu'on s'unisse. Autant les hosties de gauchistes que les hosties de droitistes, hosties, man. Tout ensemble, ça, je suis d'accord. Tu sais, faut qu'on s'unisse au complet, faut qu'on arrive à faire... À convaincre aussi les nouveaux arrivants, ou ceux que ça fait pas tant longtemps qu'ils sont là, que hey, c'est pas vrai qu'est-ce que le fédéral vous dit, là. On n'est pas contre vous autres, esti, man. Au contraire, vous êtes des Québécois, puis vous pouvez encore, esti, embarquer. Mais il y en a qui comprennent ces affaires-là. Là. Je veux dire, d'un, faut que tu parles la langue, là, mais... Non, mais tu sais, ils l'ont fait tellement peur, esti, man. C'est pas de leur faute. Je veux dire, d'un autre côté, que t'arrives d'une situation où tu viens d'une guerre civile, puis t'as un chez-toi, puis t'as peut-être un peu peur, tu sais, c'est normal. Là, mais il y en a qui, tu sais, je veux dire, moi, je parle des fois avec des chauffeurs de taxi kabyles, mettons, le gars, il dit, ultra indépendantiste, là, j'ai voté oui, puis je revoterai oui, puis je vais faire telle affaire, puis d'autres, il y en a du monde, mais c'est sûr qu'on nous joue tout le temps la carte de Québécois oppresseurs des minorités. Raciste, on est une minorité dans le Canada, si on a bien subi, c'est bien des gens qui l'ont subi, tu sais... Fait que ça, c'est un discours un peu... malhonnête. Ben, vraiment. Quand on parle de magouille, genre électorale, moi, c'est drôle parce que quand... Bon, on a parlé la dernière fois, le Journal de Bolivie, mais il y a eu un coup d'État pas longtemps après que je sois revenu, peut-être 2 ans. Puis c'est des genres de magouilles comme ça. Ce qui est passé, c'est qu'on a fait croire que l'élection avait été truquée pour le candidat socialiste Evo Morales. Puis dans les semaines avant, évidemment, tous les journaux d'opposition appartiennent à des oligarques qui sont contre lui. Fait que là, on a comme mis la table, puis le jour des élections, on dit l'élection a été truquée, puis là, il y a genre une organisation des États américains qui est une patente pro-américaine, qui dit oui, ça a été volé, ça a été truqué. Fait que là, le monde descend dans les rues, puis là, il y a des robots, je sais pas si c'est le bon mot, là, des comptes Twitter qui alimentent ça, puis qui pitch des affaires, puis là, tu sais, on parle, les fake news, là, Chris, il pitchait des fausses affaires qui étaient relayées, puis là, il y avait d'autres robots qui les retweetaient, fait que là, le monde sont descendus dans les rues protester, puis ils ont comme mis le gouvernement dehors, puis ils sont retrouvés avec un gouvernement, une genre de junte militaire ultra raciste contre les Autochtones, full à droite, qui était complètement contre les intérêts de la population à ce moment-là. Puis le monde... Ils se sont fait manipuler. Ils s'en sont aperçus plus tard. Là, ça sort. Ah ouais, mais finalement, c'était pas vrai. Il n'y a pas eu de malversation, telle affaire. Puis là, t'as une junte militaire, genre, au pouvoir. C'est ça, les manipulations de modernes, là, de réseaux sociaux, de désinformation. C'est ça. On peut être critique envers tout, dans le fond, puis remettre en question, mais tu sais... Il faut faire attention aussi de nous remettre nous-mêmes en question, puis de faire attention de ne pas tomber dans un panneau de même, tu sais. Ben là, tu sais, c'est que là, ça se passe vite, puis ça joue sur les affects, puis sur les émotions. Ben oui, fait que, c'est ça qui va toucher. Je veux dire, t'as l'impression que t'as pas l'impression que tu te fais manipuler à ce moment-là, t'as l'impression que le gouvernement a volé l'élection, puis tu vas protester pour, puis c'est légitime, tu sais. Mais après, tu te rends compte que non. C'est ça. Jules Falardeau, tabarnak. On finit là-dessus. Hey, c'était cool, mon gars. Ouais, on se revoit à ta course à la chefferie. Non, aucune chefferie. Ah non, toi, Non, moi, c'est que... toi, tu proclames... On s'implique dans un... Je sais pas, je serais indépendant. Des candidats indépendants à Gatineau. Parce que c'est tout là-bas, c'est tout rouge. Ils votent tout rouge, eux autres. OK, mais dans le fond, il faudrait que tu te proclames chef de quelque chose, puis t'as pas besoin... Je sais pas. Au lieu d'avoir une course à la chefferie, tu dis, voici, c'est moi... Je peux pas juste être candidat indépendant, puis... Ouais, ben tu serais juste député. Après, t'as-tu le goût de... Oui, ça t'aurais le goût d'être député? En tout cas, si c'est le cas, man, tabarnak, moi j'ai une haute estime du métier de politicien, là, fait que je prendrais ça au sérieux. Ouais, puis je m'impliquerais sûrement trop. Tu te ferais élire comme un clown, mais rendu là, tu... Ah ouais. Ben comme clown, dans le fond, je dirais exactement qu'est-ce que je penserais, puis je jouerais pas la game du politicien. Tu sais, je pense que ça serait plus ça. Fait que
Parce que je trouve que c'est ça qu'on a besoin. On a une crise de leadership, comme qui est Jean-François Lépine disait, tu sais. Puis c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Puis je trouve que des fois, on a besoin de monde qui donne l'exemple au lieu de... qui prêche par l'exemple au lieu de par la parole. Ouais, mais tu sais, regarde, je vais te donner un exemple pour revenir à ce que je te disais sur la machine. On était supposé de finir, mais on peut rajouter peut-être un... Ouais, vas-y. Catherine Dorion, tu sais. Ouais. Catherine Dorion est arrivée là avec des espoirs de faire un peu de la politique différemment. Tout le monde dit ça, là, mais tu sais, je veux dire, là, elle s'est fait tomber dessus pour des affaires quand même assez futiles. Là. Porte un coton ouaté à l'Assemblée nationale, là, c'était donc ben grave. Là. Fait que c'est pas si grave que ça. Là. La personne a le droit d'avoir un coton ouaté de poète si c'est pas la fin du monde. Là. Ben, tu sais, moi, je trouve qu'elle a trop joué là-dessus pour rien. Là, ouais, mais dans le sens que... Mettons, si tu me dis, hey, on va faire la politique différemment, puis c'est ça qui ressort. C'est moi, pas obligé d'être que ça, là, non, mais dans un sens... Moi, tu me perdrais là, mais une affaire, par exemple, je peux y donner, c'est qu'elle avait fait un esti de beau vidéo, man, puis elle était... zéro mal intentionné, à juste expliquer comment que ça marche puis pourquoi que ça avance pas dans les... Puis là, elle était contre, elle parlait, elle demandait des comptes à Nathalie, qui là est rendue la présidente de l'Assemblée nationale, mais je me souviens plus c'est elle, mais à l'époque, elle était ministre, je pense, de la culture, tu sais, fait que là, bref, elle demandait des comptes, puis là, elle, ça, c'est le vidéo en dessous, puis elle est en dessous, puis elle analyse, puis elle explique qu'est-ce qui se passe, puis ça donne une bonne idée de comment ça se passe, qu'est-ce qui est frustrant, puis pourquoi qu'elle a fait ça, puis elle chie pas dessus, elle fait juste l'expliquer, fait que ça, j'ai fait « Hey, gars, ça, par exemple, ça me fait aimer, puis ça me fait expliquer, tu sais, on est peut-être pas proche du côté idéologie, là, tu sais, mais par exemple... Tu sais, ça, j'aime qu'est-ce que je vois. C'est probablement... J'ai pas lu son livre, je t'avoue, là, mais c'est probablement ce qui a fait en sorte qu'elle a quitté, c'est qu'elle est arrivée là avec des illusions de « Moi, je vais faire ça autrement, puis je vais mettre mon grain de sel, je vais mettre quelque chose de différent dans la machine. » Puis en fin de compte, tu te rends compte que t'es un simple député de deuxième groupe d'opposition. T'as pas énormément de pouvoir, puis les freins à ce que tu puisses réussir à faire quelque chose de moindrement... important et sont loin. Là. Mais en même temps, là, dans un parti, tu sais, moi, c'est pour ça que je dis que, tu sais, candidat indépendant, là, tu dois pas te compte à personne parce que quand tu es d'un parti, il faut marcher en équipe. Oui, ça, c'est ça. T'as la ligne de parti qui est lourd en Christ aussi. Tu sais, comme je suis sûr qu'il y a des affaires que Gabriel Nadeau-Dubois pense même pas ou qui veut pas aller là-dedans, mais le parti a décidé que c'est ça, fait qu'il faut qu'il aille le défendre bec et ongle, tu sais, fait que ça doit être mais tu sais, en même temps, regarde, André Arthur a été candidat indépendant, a été député indépendant au fédéral, puis faudrait regarder, moi je me rappelle pas vraiment de quelque chose, mais faudrait regarder ce qu'il a pu, à quoi il a pu servir, y a-tu eu tant de paroles, y a-tu pu faire quelque chose, ou c'était juste comme un pied de nez à l'establishment. Ouais, c'est ça. Pas sûr que genre l'histoire va retenir son implication dans la politique fédérale. Ben, ça serait facile de dire ça demain, il faudrait aller le lire. Là, ouais, je suis pas sûr que je vais faire ça. Non, c'est ça. La vie est courte pour... Ouais. Tu vas avoir une candidature à gérer, organiser là, tout ça. Là. T'es mon chef de... Comment t'as dit ça, chef de caucus? Je sais pas, chef de campagne. Cabinet, c'était ça que t'as dit? Le cabinet, faut que tu possèdes quelque chose. Hein? Je pense que j'ai dit chef de campagne. Chef de campagne. Ou ben relationniste de presse, ou ben non... Tu trouveras un poste. Ouais, ben écoute, je te suis. Hey, thank you, Jules, c'est vraiment apprécié. Ton livre, c'est ça, j'incite tout le monde à aller se le procurer. C'est du sang, de la sueur et des larmes, 200 ans de boxe au Québec. Puis merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Si le monde veut te suivre, où ils peuvent voir ça? Je continue à faire des trucs avec Urbania. Fait que les gens peuvent me suivre sur Twitter qui s'appelle X maintenant. C'est principalement un des canaux pour retrouver mes trucs, sinon via Urbania, mais tu sais, j'ai des affaires... ce qui est cool avec des trucs que je fais, c'est que ça reste aussi, là. Fait que des fois, le monde découvre mes affaires, tu sais. Quand on parlait du trappeur tout à l'heure, le deuxième volet, là, il est devenu viral, genre, 6 mois après être sorti. Puis d'un coup, ça s'est mis à... Fait que...
pouvez chercher, puis tu sais, j'en fais une coupe par année, puis prochain film documentaire déjà tourné, il s'appelle pas encore, il n'y a pas de titre, mais c'est sur le Robin des Bois bulgare. OK. Ça va sortir dans pas long? On est en post-prod, on s'est fait refuser bourse au Conseil des Arts encore, mais c'est pas rien de nouveau, là. Mais on a amené un archer bulgare français qui fabrique ses propres arcs à flèches, puis on l'a amené chasser avec des bonhommes sur la Côte-Nord. OK. Puis ça se passe, c'est le fun. Ah, nice, j'ai hâte de voir ça, mon gars. Écoute, je sais pas quand ça va sortir, il est pas encore terminé, il nous reste des trucs à faire dessus en post-prod, mais ce sera juste plus long vu qu'on n'a pas d'argent des bourses. Voilà. Ah, bon, ben, parlant d'argent, je vais plugger mon commanditaire. Esti, un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Ils t'offrent ce petit cadeau-là juste avant que tu partes. Puis c'est un sac de café du WhatsApp Podcast. Je sais pas si t'es un amateur de café. Absolument. Fait que tu goûteras ça, tu me donneras des nouvelles. Et ta face dessus? Ouais. Ah, pendant que t'es big en esti. Ah ouais, c'est ça. OK. Ça marche, think big, calice. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.